Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Shadowscast, et c'est déjà la 15e émission. Comme le temps file, et justement le temps est au centre de ce nouvel épisode. Le temps, notre pire ennemi, invisible, insaisissable, inarrêtable, qui fera de nous tous autour de cette table des vieillardes et vieillards, quelle que soit notre hygiène de vie. Donc oui Aurélien, ta petite salade bio du midi ne te sauvera pas. Oh vieillesse ennemie, tu es au cœur du film événement de ce mois-ci, The Rule of Jenny Penn, qui vient de débarquer sur Shadows et qui oppose deux monstres sacrés du cinéma dans un EHPAD où sévit un psychopathe vicelard et sa poupée en plastoc tout aussi vicelarde. Pour aborder ce petit bijou et parler plus largement du genre peu exploré de l'horreur gériatrique, nous avons deux jeunes et fringants invités, histoire de conjurer le sort et de faire la nique au temps. Et comme d'habitude, pour les présenter, mon bouffeur de salade adoré, Aurélien Zimmerman. Comment ça va Aurélien ? EHPAD, dis donc, quelle intro. Ah, tu mets pas à chaque fois. Ah là là. Tu vas faire croire aux gens que je suis quelqu'un de méga healthy alors que je bouffe une salade par semaine par cas de conscience, tu vois. Mais ça marche pas du coup. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Sophie Grèche et Simon Rio. Comment allez-vous ? Bah écoute, ça va, hein, j'ai l'impression de vivre ici. Oui, vous connaissez Sophie maintenant et Simon, vous le connaissez peut-être, et si c'est pas le cas, je vais le laisser se présenter et s'introduire tout seul. Oh, j'aime bien m'introduire tout programme. seul. Oui, donc je m'appelle Simon Rio, je suis journaliste cinéma et un petit peu scénariste sur les bords. J'ai commencé par fourbir mes armes critiques du côté d'écran large pendant quelques années, et maintenant j'officie dans un podcast qu'on a créé avec Sophie et quelques autres camarades, dont Alexis Roux, Arthur Sios et Nicolas Martin, et qui s'intitule Réaliser sans trucage, que vous pouvez retrouver tri-hebdomadairement. Tu es presque. Oui, ce qui ne nous rajeunit pas. Voilà. Nous, on galère à faire un pénible épisode par mois. C'est clair. Ils en font 3 par semaine. Mais regarde nos cernes, Ouais, nos rides, pas beaucoup notre mieux. santé. Très bien. Simon, puisque c'est ta première fois autour de cette table et devant ce micro, la petite question traditionnelle, ton rapport au cinéma de genre, et est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit « Ah, toi t'aimes bien les films d'horreur ?» Et alors moi justement c'est un rapport qui est très doux et très énamouré, parce que j'ai découvert ça, ou en tout cas ce qui pour moi a été synonyme d'horreur tout petit. Je pense que c'est le visionnage de Fantasia et l'enchaînement des dinosaures qui s'entrebouffent et de La Nuit sur le Mont Chauve qui ont été moi mes premiers sentiments d'angoisse, de vertige cinématographique. Et après ça ça a été tout simplement un espèce de carburant de mon imagination premier. Pas unique, mais vraiment premier, primaire, fondateur. Et donc, moi, j'ai un rapport à l'horreur qui est très heureux, en fait. J'ai jamais regardé de cinéma de genre fantastique ou horrifique pour me faire peur, pour m'inquiéter ou pour une quelconque envie cathartique. C'était là, en fait, où mon imagination s'épanouissait. C'était des codes qui, de manière un peu instinctive, me parlaient. Et donc, pour moi, ça a toujours été plutôt un refuge, le cinéma horrifique. Et y compris, alors après, ça c'est devenu un refuge d'autres manières en grandissant, parce que je fais partie, je pense, de la dernière génération, en tout cas pour un moment, qui s'est formée au cinéma et aux arts en général, à la culture on va dire, et à laquelle on expliquait que la culture populaire horrifique c'était sale. Ça a pas mal changé maintenant, je dis pas que tout est rose, mais moi je me souviens quand j'étais étudiant, que ce soit à la fac ou après en école de cinéma, quand on parlait d'Argento, je dis d'Argento exemplairement, mais de tout réalisateur de cinéma de genre, on était vraiment regardé comme un malpropre, quoi. Et donc ça a aussi été un refuge, un refuge un peu revendicateur, quoi, une manière de dire, écoutez, oui, moi j'aime bien les classiques aussi, ça m'intéresse, mais en fait tous ces trucs là où vous avez peur de mettre un orteil, c'est très très agréable d'y faire des brasses. Donc voilà, j'ai toujours eu ce rapport-là au cinéma de genre, et qui a jamais été exclusif du coup, mais qui a toujours été un peu la boussole qui indique le nord, quoi. Très bien, parfait. Bien, donc nous sommes réunis autour de cette table pour parler d'un film événement sur Shadows, d'un film qu'on aime beaucoup, d'un film qu'on accompagne avec beaucoup d'amour et d'effort, qui est The Rule of Jenny Penn. Oui, effectivement, depuis un moment maintenant qu'on sait qu'on va le sortir. On l'a découvert au PIF. Ouais, on l'a vu grâce au PIF, donc merci à eux. Et ça a été un coup de cœur pour... on est quoi, à 3 à l'avoir vu, je crois, à l'époque dans l'équipe. On a tous les 3 aimé. Et on s'est dit, de par son casting notamment, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu dernièrement sur les réseaux sociaux beaucoup de choses autour du film. On a fait aussi une avant-première à Paris et tout. C'est un film qu'on communique encore plus que d'habitude parce que on pense que déjà il est assez inhabituel dans notre catalogue car ce n'est pas vraiment un film d'horreur, et puis on pense qu'il a un potentiel intéressant parce que notamment il y a deux très grands acteurs dedans,
Mais voilà, donc on va peut-être résumer un petit peu déjà Tout à fait. de quoi ça parle. Et puis après, voilà, on va parler de ça tranquillement. Mais déjà, Laurent, je peux te laisser présenter le réel, mais pour le synopsis, c'est l'histoire d'un juge en Nouvelle-Zélande qui, le film commence, il fait une espèce de malaise, un AVC, et il se retrouve à moitié paralysé, c'est un grand mot, mais en fauteuil roulant, un peu amoindri dans une maison de repos. Dans laquelle il va faire la rencontre d'un autre patient qui terrorise et instaure un peu un règne de terreur comme ça auprès des autres pensionnaires à la botte de tout le personnel en fait, et va se mettre en place une espèce de combat moral entre ces deux hommes car le juge va décider de ne pas se plier, de ne pas se laisser faire. Et donc le juge étant interprété par par Geoffrey Rush et le pensionnaire vindicatif par John Lithgow. L'immense John Lithgow. Et oui, c'est donc le deuxième film d'un réalisateur néo-zélandais qui s'appelle James Ashcroft. Son premier film était assez marquant déjà, ça s'appelait Balade meurtrière, Coming Home in the Dark. Qui sort d'ailleurs le 23 mai sur Shadows, donc c'est vous pourrez parfait. le voir. Et qui est un survival assez traumatisant et où on voit un petit peu que le réal instaure une espèce de système où il a toujours des récits avec des éléments de genre très clairs, très identifiés. Et il les ancre toujours dans un univers très réaliste, avec toujours une thématique forte qui a un écho avec le monde moderne. Alors en ce moment, en plus, son précédent film, Coming Home in the Dark, a un écho assez triste avec l'affaire Betaram. Vous verrez quand vous découvrirez le film, mais il y a un truc assez déstabilisant autour de ça. Et puis surtout, voilà, c'est un survival assez méchant, assez énervé, et qui va vraiment au bout du cauchemar. Ouais, on suit une famille qui part camper et qui se retrouve pris en chasse par deux hommes avec des fusils et on va apprendre petit à petit pourquoi. Voilà. Et ce qui est marrant avec James Ashcroft, c'est que c'est un réal qui se donne une mission, c'est de faire découvrir la littérature néo-zélandaise en tirant des adaptations cinématographiques. Et donc, Coming Home in the Dark, Balade meurtrière est une adaptation d'un auteur local qui s'appelle Owen Marshall, d'une nouvelle. Et c'est aussi le cas de Jenny Penn, qui est à nouveau une adaptation du même auteur, d'une nouvelle. Et là, James Ashcroft, il avait pris une option sur la nouvelle The Role of Jenny Penn il y a plus de 10 ans, et il a attendu, il a fourbi le scénario avec son co-scénariste, et puis c'est quand il a eu un agent américain grâce au succès dans les festivals de son premier film qui a notamment été diffusé à Sundance, qu'il a pu faire passer le scénario auprès de grosses pointures. Et pour le coup, Geoffrey Rush et John Lithgow ont accepté en une semaine, entre le temps où ils ont reçu le scénar, et c'est vraiment ça qui a lancé le film et qui ont fait le joli morceau de ciné que c'est aujourd'hui. Ouais. Il y a un truc en plus très courageux, je trouve, pour deux acteurs vieillissants de se mettre en scène comme ça, du coup, dans des rôles vraiment liés à leur âge, parce que le film parle de ça, du fait de vieillir, de toucher à la fin et de résister aussi face à une force oppressive quand on n'a plus d'énergie, quand on est au bout de sa vie et qu'on a du mal à en faire entendre sa parole, parce que la parole des personnes âgées souvent est amoindrie et peu écoutée par rapport à des gens un peu plus jeunes et vaillants en fait. Donc c'est un film très riche où il se passe plein de choses, mais j'ai envie de vous laisser un petit peu parler, Simon et Sophie, sur votre découverte du film et ce que vous en avez pensé. Alors moi, quand j'ai découvert le film, j'ai pensé à un autre film qui n'est pas néo-zélandais, je crois, mais australien, alors qui est assez différent, mais qui, un petit peu de la même manière, moi m'a fait me dire mais c'est vrai, on filme pas assez chez les vieux. Je pense à Next of Kin, qui avait un regard très singulier sur un établissement. Alors pas même type de scénario, pas même atmosphère, etc. Mais voilà, j'y pense comme ça, je le glisse ici. Et pourquoi je dis que le film m'a comme ça, il y a quelque chose de l'ordre du regard. On a vu plein de films où on va dire on a des usagers face à l'institution, que ce soit dans des hôpitaux, dans des instituts, des asiles, des trucs. Enfin, depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a comme ça, on va dire un couloir de nage stylistique pour raconter tout ça. Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup avec le film, c'est que c'est pas l'histoire d'un personnage contre l'institution. C'est la confrontation entre deux vieillards, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et le film joue, je trouve, excellemment bien avec un truc qui rend, en vrai, pas les hôpitaux, mais bien les EHPAD, on va dire, pour le dire facilement. Il y a quelque chose de fascinant, c'est que c'est à la fois une expérience totalement commune et collective, parce que soit on a tous des proches qui y sont, soit on va tous y aller. Et en même temps, on n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Parce qu'on est tous bien conscients que quand on va rejoindre un grand-père, une grand-mère, un oncle, que sais-je, c'est un moment particulier. Et le simple fait d'être présent à ce moment-là dans le lieu en change un petit peu, en affecte et le fonctionnement et la personne. Donc il y a quand même cette idée qu'on lève toujours le voile sur un truc qui est à la fois très banal. C'est la fin de vie de milliers, sinon de centaines de milliers de personnes. Et pourtant,
on ne le voit pas. On n'a qu'une idée un peu fantasmée de ce que c'est. Moi, ça m'excite beaucoup. Je trouve que le film joue très bien avec ça. Que ce soit pour créer de la tension ou pour me maintenir, on va dire, éveillé, aiguisé. Et puis, c'est tout bête, je trouve que... et puis après, je passerai la parole autour de moi, mais je trouve que le film est remarquablement caractérisé. Par exemple, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé. Le fait que le personnage de Rush soit un juge, ou plutôt un ex-juge, c'est important parce que donc, du coup, ce type, quand il se retrouve dans ce mouroir, il a plus du tout son statut. C'est plus lui... Et il va se retrouver face à un autre type de juge, assez différent. Mais je trouve que c'est très bien campé, que ça fonctionne excellemment bien. Et enfin, alors c'est une belle opportunité, une belle chance que d'avoir eu ces deux comédiens l'un en face de l'autre. Mais surtout, il y a ça de formidable que c'est quand même deux grands cabotins. Et là, c'est pas des cabotins qui sont accrochés à un projet ou accrochés à un personnage principal. C'est deux cabotins à armes égales qui vont s'affronter. Et ça donne aussi une dynamique qui est très particulière et que j'ai trouvé vraiment, vraiment savoureuse, quoi. D'autant que Lithgow, on va en reparler, mais là, il est vraiment au firmament de la saloperie, quoi. Bah, c'est ça, j'allais parler de lui d'ailleurs. Pour moi, c'est l'un des plus grands visages de la méchanceté au cinéma ou à la télé. Parce qu'en fait, Dexter est une série qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais c'est-à-dire que quand je dis, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas qui est John Lithgow, et que je fais le tueur de la Trinité, ils font « Ah, le tueur de la Trinité !» Mais c'est le meilleur méchant. Mais c'est ça, c'est le plus grand salopard de toute l'histoire de la série, il est horrible. Et en fait, les gens ont ça, alors que pour moi, ce sera toujours parce que Lord ça Farquaad. Mais pas du tout. Non, ça sera quoi? Parce que moi, c'est Ricochet. Moi, ce sera toujours l'esprit de Cain. Ouais. Voilà. J'aurais du mal à trancher entre l'esprit de Cain et Ricochet pour ma part. Il a toujours été associé à ça parce que c'est un film sur lequel je suis tombée un peu par hasard. Je pense que c'était à une époque où je connaissais pas grand-chose au cinéma et c'est un film qui m'a été passé. Et je découvre ce mec qui joue la schizophrénie dans le pur jus, hyper grossière, hyper caricatural, mais qui est terrifiant. Et tout vient de ses mimiques, de son regard, de la manière qu'il a de lui-même jouer avec la caméra. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas qu'une interaction avec les autres acteurs, c'est quelqu'un qui sait créer un lien direct avec le spectateur, avec des regards. Et ça, je trouve qu'on le retrouve très très bien. C'est pas quelque chose qu'il a perdu au fur et à mesure de sa carrière, au contraire, c'est quelque chose dont il joue. Et moi, ce que je trouve terrifiant et hyper excitant dans The Rule of Jenny Penn, c'est que dans un film de genre, la plupart du temps, on essaye de sortir de l'endroit de la mort. C'est-à-dire qu'on essaye de courir après la mort, enfin contre la mort. On essaye on la sème dans la forêt, on la sème dans une maison hantée, on essaye toujours de la laisser derrière nous. Mais là, la mort, elle est partout. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où, quoi qu'il arrive, ils vont pas gagner vraiment beaucoup de temps. Et donc, le combat est autre. Il est moral. Mais c'est complètement ça. C'est un combat contre la tyrannie, c'est vraiment le centre du film. Et c'est ça qui est brillant, parce que c'est toujours super intéressant quand on est dans un film où on sait que les personnages sont déjà condamnés. Parce que le combat devient différent et on renverse totalement le cinéma de genre lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout les mêmes codes, les mêmes codifications, la même écriture, la même manière de jouer. Oui, parce qu'on se rend compte assez vite dans le film que Geoffrey Rush ne se bat pas spécialement pour sa vie, mais plus pour une justice, contre une injustice. Enfin. Et il essaie de se faire entendre auprès de l'institution en place, auprès du personnel et tout, et il n'y arrive pas, et c'est quand il n'y arrive pas qu'il va changer aussi sa façon d'agir. Qui va même aller à l'encontre finalement de tout ce qu'il a fait toute sa vie, puisque lui, il était censé rendre une justice morale, et après il y a un système qui doit s'occuper de mettre cette justice en place, et puis au final... Là où il se retrouve vraiment dans le cas de figure où en fait il doit prendre littéralement les choses en main et être juge et bourreau. Et du coup, ça, en tout cas, essayer de l'être. Et ça se joue notamment à un moment où on change un petit peu de genre de film. Pour moi, on arrive sur le cinéma paranoïaque, comme Paranoia de Soderbergh, où il y a une petite scène qui moi, m'a mise dedans à fond. C'est un moment où on lui jette de l'urine dessus. Et où en fait le personnel fait « mais c'est pas grave, mais ça arrive à tout le monde !» Et lui il essaye de dire que c'est pas vrai, et en vrai on s'en fiche, c'est très anecdotique dans le cinéma de genre, et pourtant c'est la perte de la fonction de son corps, c'est la perte d'une forme de virilité, de dignité. Et en fait c'est là que pour moi il y a le point de bascule, et ça arrive relativement vite, hein, mais et puis ça montre aussi à quel point c'est dur de se faire entendre quand tu es vieux et amoindri. En fait, c'est directement une espèce de complaisance de « Ah bah oui monsieur, c'est pas grave ». Et en fait, il bouillonne de rage à cause de ça, lui qui avait une audience tout le temps à ses procès, qui faisait, d'ailleurs on le voit dans la scène d'intro où il a tendance quand même à faire du discours un peu moral, à expliquer ses choix. Il parle avec une
une femme qui est dans le public qui réagit et on voit que c'est un mec qui a un sens de la justice aigu et beaucoup d'orgueil aussi, plus ou moins bien placé, mais a priori c'est quelqu'un quand même qui essaie de rendre la justice, qui est bon. Et là, de passer de ce statut-là avec son auditoire à quelque chose où la moindre chose qu'il dit est complètement amoindrie et passée au second plan parce que c'est une vieille personne, parce qu'on le prend pour gâteux et tout, ça rajoute une tristesse au film, une espèce de sous-discours comme ça sur la parole des personnes âgées qui, je trouve, est assez touchant. Et en fait, il va trouver une oreille attentive et une écoute ailleurs, c'est-à-dire auprès des autres patients, notamment de son compagnon de chambre, avec qui il va nouer une relation qui est très chouette d'ailleurs, cette relation entre les deux. Il y a une scène, moi à la fin, on va pas spoiler ici, mais que je trouve extrêmement touchante, où ils se retrouvent tous les deux, et une espèce d'acte d'amitié qui est très 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 beau, je trouvais assez inhabituel au cinéma, l'air de rien, entre deux personnages comme ça, deux hommes proches. Ouais. Puis je vais revenir sur Lithgow, et justement tu parles de l'esprit de Cain, et c'est vrai qu'en plus Lithgow doit beaucoup à De Palma dans son côté, dans sa carrière de bad guy, puisque 3 de ses plus beaux bad guys c'était chez De Palma, c'était Obsession, c'est surtout Blowout, en tout cas le meilleur film où il est un bad guy, c'est Blowout, mais c'est vrai que son meilleur bad guy, sa meilleure interprétation chez De Palma, c'est l'esprit de Cain. Et c'est marrant parce qu'en parlant de Ricochet, je sais pas si tu te rappelles, dans Ricochet il a déjà une lentille. Il a un œil plus bleu que l'autre dans Ricochet, donc il jouait déjà de ça. Et d'ailleurs, je serais très curieux de savoir à quel point, avec James Ashcroft, ils ont travaillé le physique du personnage, de qui sont venues les idées des lentilles, des dents complètement de travers, etc., qui amène encore un inconfort à ce personnage absolument diabolique. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une troisième star dans le film, c'est vraiment la mise en scène de Ashcroft. Il y a cette façon de réussir juste avec des cadrages, avec des mouvements de caméra qui accompagnent toujours la psychologie des personnages, et avec des choix de lumière de plus en plus poussés vers le surréalisme, à rendre cette EHPAD classique, normal. En plus, ça a été tourné dans une vraie maison de retraite en Nouvelle-Zélande. Et ça se sent d'ailleurs, on n'a pas du tout l'impression, initialement, j'entends, parce que je crois que c'est ce dont tu veux parler, mais quand le film commence, il est assez naturaliste. Ça sent la soupe, direct. Ouais. C'est vrai. Et de réussir à transformer petit à petit cet établissement et cet endroit, et en accord avec la psychologie des personnages qui devient de plus en plus torturé, de plus en plus dark, etc. Je trouve qu'il y a un vrai travail, puis sur toute la longueur. En plus, c'est pas des moments de bravoure, c'est vraiment une mise en scène qui est tout le temps soutenue dans la recherche du petit détail, etc. Et je trouve ça assez admirable. Je suis assez curieux de voir vers où va aller sa carrière. Dans la promo du film, il y a une quote de Stephen King qui dit que c'est le meilleur film, un des meilleurs films qu'il ait vu cette année. Et pour le coup, il faut croire qu'il le pense vraiment, parce que James Ashcroft lui a demandé les droits d'une nouvelle que King refusait de vendre depuis plus d'une dizaine d'années, et il a dit là, puisque c'est toi, j'ai adoré ton film et je te vends les droits de la nouvelle, donc un de ses prochains films devrait être une adaptation d'une nouvelle de King. On sait laquelle ? Je te le dirai, je ne sais plus du tout, mais oui, on sait. Moi non, mais le monde oui. Ok, très bien. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je pense que ça vient aussi du scénario, mais c'est forcément le fruit de la mise en scène d'Ashcroft, c'est que le film arrive à tenir des choses qui sont très paradoxales et qui le rendent un peu passionnantes. Par exemple, donc à la fois on est face à des gens au moins un personnage, un héros qui ne veut pas être infantilisé, qui ne veut pas devenir quelqu'un dont on s'occupe, c'est ce que tu nous disais Sophie, où on lui fait genre « Oh bah il a fait pipi, puis il a mangé sa sous-soupe ». Il ne veut pas, il est sa propre personne, c'est un juge, il a un statut social, et en plus un statut social un peu hiérarchique, sinon surplombant sur les autres. Et en même temps, pour affronter Lithgow, il va devoir accepter qu'il est en fait un espèce de gamin face à un autre gamin dans la cour de récréation. C'est-à-dire que pour pouvoir s'en sortir, c'est paradoxalement pas en redevenant juge et en redevenant puissant, mais quelque part un peu en embrassant tout ce qu'il y a d'horrible dans sa situation. Et je trouve que c'est pas du tout évident de faire tenir ces deux éléments quoi, qui pourraient tout à fait se cannibaliser ou juste ne pas être miscibles et pas fonctionner. Et vraiment, le film arrive à te donner à la fois toute la tristesse qu'il y a dans le renoncement à ce statut précédent, tout ce que ça peut avoir en lien avec l'effroi, l'horreur, un certain pathétique, et en même temps, ce qu'il y a de joie mauvaise à s'adonner vraiment à cette... ce truc de cour d'école, parce que c'est ça, ce sont deux petits-enfants qui se battent pour la cour de récréation. Mais d'ailleurs, le sujet de la tyrannie dans le film peut s'appliquer à tous les niveaux, que ce soit du bullying dans la cour d'école ou un Trump à la tête de la Maison Blanche, et au final, les mécanismes qui sont en œuvre sont tous les mêmes en fait. Et il te montre les conséquences de la soumission silencieuse et la difficulté de se lever contre cette injustice, et du coup à porter à une échelle beaucoup plus grande. Je trouve que c'est un film qui est du coup hyper actuel en fait. Et on n'a pas parlé du coup de Jenny Penn, qui est l'aspect un peu plus horrifique du film, on va dire, parce que John Lithgow, ce règne de terreur, il instaure notamment via une poupée qui ne quitte jamais, enfin une marionnette
de poupon qui ne quitte jamais son bras, qui s'appelle Jenny Pen. Et, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est censé être un outil thérapeutique mis en place par le personnel de l'EHPAD, où on laisse les patients s'exprimer avec des jouets pour un but thérapeutique, et que lui va transformer ça en un outil de terreur absolument dégueulasse. D'ailleurs, ça donne lieu à quelques scènes pas fantastiques, mais plus fantasmagoriques, un peu plus horrifiques. Comment vous l'avez vécu ça, Sophie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Étrangement, c'est peut-être pas les... Je les trouve super belles, assez intéressantes sur la psyché, sur le cauchemar qui prend place. C'est le moment où le film va se donner un petit peu plus, on va dire, des allures de film fantastique. Et je trouve ça intéressant, mais le moment, moi, qui vient me retourner, me mettre mal à l'aise, vraiment me crisper, c'est quand la poupée est utilisée pour... l'humiliation. Pour l'humiliation. Ouais. C'est-à-dire que je pensais pas que lécher un poignet pouvait me mettre aussi mal à l'aise. Et il y a quelque chose de l'ordre de la terreur. En fait, Simon, tu l'as très très bien dit, ce retour à l'enfance, et de toute manière, tout est lié. C'est-à-dire que en général, les personnes qu'on ne croit pas dans les films de genre, c'est les enfants en premier lieu. Et on le voit aussi, c'est les personnes âgées. Quand elles ne représentent pas la sagesse, elles connaissent le mythe ancien. Non, sinon c'est qu'on ne les croit pas. Et là, c'est exactement ça. Et en fait, le jouet est venu vraiment de toute manière positionner ces personnages-là dans ce rôle de gamin qu'on ne va pas croire. Et je trouve que de toute manière, tout est de l'ordre du jeu, et même dans les tortures psychologiques. Donc la poupée Jenny Pen est là vraiment pour... à la fois le dédouaner, le rendre comme un grand méchant, le rendre iconique, matérialiser la torture, psychologique majoritairement, parce que le film est beaucoup plus psychologique que viscéral, parce qu'on se rend compte que c'est presque un film sur la micro-violence ou sur le harcèlement, parce qu'il y a une scène, notamment une scène de danse, au ralenti, qui pour le coup emprunte sa mise en scène plutôt à ce qu'on va appeler l'elevated horror. On est vraiment sur un ralenti, une esthétisation, quelque chose d'un peu élevé. Et j'adore cette scène parce qu'en fait elle est d'une cruauté sans nom. Parce que même si on dit il m'a marché sur les pieds, ils vont dire il n'a pas fait exprès. Et en fait c'est là tout le film vient créer une espèce de paradoxe bouillonnant à l'intérieur de la poitrine du spectateur qui devient une espèce de témoin silencieux. Et c'est assez rare qu'on soit à ce point-là. Et je pense, pour revenir à ta question sur Jenny Pen, en fait, c'est l'élément qui vient l'inscrire en grand méchant un peu au-delà, qui est psychotique. Avant, on pourrait juste croire que c'est un méchant. Là, c'est un grand méchant. Et c'est grâce à cette poupée qu'il devient un grand méchant de cinéma. Ce qui est marrant aussi, en plus, c'est quand il dit on est dans le film, qu'en fait, avant d'arriver là où il est, il avait rien, il n'avait pas de but dans la vie, il était personne, et puis d'un coup d'être là et de découvrir ce pouvoir qu'il peut avoir sur les autres et comment ça peut rendre sa vie intéressante tout d'un coup, ici à donner sans complexe et non-stop. Et je trouve que c'est une psychologie de méchant qu'on ne retrouve pas souvent en fait. C'est là que l'écriture elle est hyper intelligente, l'écriture des personnages, parce que même ce mec qui pendant une grande partie du film n'a pas trop de passé et juste une espèce de figure comme ça maléfique, on en apprend par parcimonie mais suffisamment pour comprendre un peu d'où il vient et comprendre sa logique et son process, et ça le rend du coup encore plus crédible, je trouve. Parce que ça le rend pas attachant. Enfin, on l'excuse jamais, etc. Oui, mais c'est là aussi où on se connecte tant dans la manière dont est évoqué son passé, ou plutôt la nature de son passé, à savoir tout à fait anodine, mais aussi dans l'usage qui est fait de cette poupée. C'est peut-être là où le film arrive à être très politique, je pense, parce qu'on l'a déjà un peu dit, il y a ce rapport aux institutions qui peut évidemment nous faire penser à la manière dont nos institutions répondent très peu à la tyrannie actuellement, et dont se pose la question de à quel moment il faut se lever, jusqu'où on peut leur faire confiance, est-ce qu'on peut réussir à obtenir de nos institutions des réactions ou pas, comment, quoi. Bon. Alors déjà, je pense qu'effectivement, poser le fait que ce méchant, c'est pas un type qui était tueur en série dans la vie et qui maintenant est tueur en série à la retraite alors qu'il est avec sa petite poupée parce qu'il est un peu plus fatigué. Non, c'est un type, c'est l'occasion qui a fait le larron. C'était sans doute quelqu'un, j'ai envie de dire à la Walter White, un peu frustré, un peu emmerdé dans sa vie, qui savait pas quoi faire de ses 10 doigts. Et le jour où il s'est retrouvé en position de pouvoir, avec toutes ses frustrations, il s'est dit, mais tu disais de manière décomplexée, je peux faire le mal. Je pense que c'est une vision assez fine et assez politique de ce que peut être le mal dans nos sociétés. Et à côté de ça, il y a un truc qu'on ne dit pas assez souvent, je crois. Pareil, je veux pas du tout avoir l'air d'avoir compris les secrets de l'univers, mais j'ai l'impression qu'on on se demande, mais comment ça se fait qu'un tel, qui est un tel bouffon, arrive au pouvoir? Comment ça se fait que cette incarnation de la tyrannie à ce point-là ridicule fonctionne? Jenny Pen le montre, en fait, c'est que ça fait partie intégrante du processus. Il y a quelque chose de bouffon dans l'horreur.
Moi, il n'y a rien qui m'inquiète ou me terrifie plus. Voilà, dans les rares trucs qui me font peur dans le cinéma de genre, c'est souvent lié au grand guignol ou au grotesque. Et je trouve que là-dessus, Jenny Penn est vachement réussie parce que elle ne ressemble pas à première vue à un accessoire d'horreur. Je veux dire, c'est pas le jouet clown de Poltergeist. Tu vois, c'est pas un truc où tu te dis genre mais qui a acheté ça aux enfants? Me joue complètement con. Non, tu te dis oui, ça pourrait être un truc thérapeutique bricolé vite fait. Et c'est la mise en scène et c'est le regard des gens qui te fait voir qu'en fait la partie grotesque et bouffonne de tout ça, elle est partie intégrante et de l'horreur et de comment on se laisse avoir comme un serpent se fait charmer par le charmeur de serpent en fait. Et je trouve que c'est vraiment super intelligent et très réussi. Et ça me fait penser quand tu parlais des jeux d'enfants en fait auxquels ce livre. Et c'est marrant parce qu'on va en parler tout au long de cette émission. Tous nos films en fait qu'on a choisis, et y compris Jenny Penn, montrent aussi que ce cercle, ce full circle qu'on fait quand on vieillit et qu'on redevient presque des enfants sans en avoir les capacités physiques, mais qu'on revient à un âge mental. Et tous nos films parlent un petit peu de ça. Voilà. C'est marrant d'ailleurs de constater que la vieillesse et la mort, ça nous concerne tous. Donc c'est un sujet qui normalement fait peur à peu près tout le monde. Et à l'arrivée, dans le cinéma de genre, ça n'a pas été tant abordé que ça. Alors, il y en a des films vraiment sur ces thématiques-là, mais pas des centaines et des centaines non plus. On s'est rendu compte en faisant un peu nos recherches, en choisissant nos films et tout. Oui, c'est vrai que sur la vieillesse... Alors que comme sujet universel de peur, ça se pose là. Mais peut-être parce que pour le coup, ça nous fait vraiment peur et que c'est pas un rituel de divertissement ou d'imaginaire comme les autres. Hein. Du coup, c'est peut-être le segue rêvé Parfait. Pour y aller. Donc, on a décidé pour cette émission de laisser tomber notre dispositif technologique de choix de film, c'est-à-dire un mug avec des papiers, et d'y aller en mode chronologique. Et moi, il y a une petite question d'ailleurs. Alors, du coup, on va commencer avec Sophie. Yep. Et ton film. Mais avant, il y a une petite question que j'avais envie de poser. Est-ce que tu as hésité avec un autre film? Oui. Okay. J'ai hésité techniquement avec un autre film et un épisode de série que j'aurais jamais retrouvé. Ah. Alors c'est peut-être parce que j'ai hésité avec un épisode de série aussi. J'ai hésité avec un épisode de Fais-moi peur qui m'avait traumatisée quand j'étais petite. Moi j'ai hésité avec un épisode de la 5e dimension qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Tu vois. Non mais peut-être qu'en fait les séries utilisent plus ce filon. Hein. Non mais d'ailleurs... chères auditrices, chers auditeurs, si vous retrouvez cet épisode sur une famille qui va dans une maison au bord d'un lac et toute la famille commence à vieillir de manière extrêmement prématurée, extrêmement rapide, et qu'à côté le gamin qui au début est ado commence à rajeunir de plus en plus parce qu'en fait il aspire l'âme de la famille via les miroirs. Si vous retrouvez ça, envoyez-le moi, sérieusement, genre je cherche cet épisode. J'ai envie de le voir là. C'est terrifiant, ça, c'est le truc qui m'a... Non, j'ai hésité avec un film... C'est presque étonnant qu'il soit pas autour de cette table, mais avec The Visit, mais qui du coup aurait pas été avec ce côté je reviens en enfance. Non, parce que là on est sur un autre twist, mais que j'adore The Visit. Pour moi c'est un des meilleurs Shyamalan. Mais j'adore aussi, mais c'est à cause de moi que tu l'as pas pris, je suis désolé. Et ouais, parce que je voulais pas qu'il y en ait deux. Et c'est pas grave, parce que du coup je vais parler d'un de mes films préférés de tous les temps de l'histoire du monde. Parfait. Et en plus qui traite de la vieillesse d'une manière intra- et extra-diégétique, parce que pour parler de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui est un film d'horreur très inspiration hitchcockienne, vu que d'ailleurs le projet avait été d'abord confié, enfin en tout cas on avait demandé à Alfred Hitchcock s'il voulait s'occuper de la réalisation, mais il était trop occupé entre Psychose et Les Oiseaux. Du coup c'est Robert Aldrich qui s'y est collé et... En 2 mots, qu'est-il arrivé à Baby Jane ? C'est l'une des plus grandes rivalités entre 2 sœurs de l'histoire du cinéma. Pas que de 2 sœurs, aussi de 2 femmes, de Bette Davis et de Joan Crawford, qui, pour moi, c'est l'histoire la plus folle de l'histoire du cinéma. Pour vous résumer le film en 2 secondes, c'est l'histoire d'une ancienne enfant star, Baby Jane, qui chante des chansons absolument atroces sur scène, soutenue par papa et maman, et ça parle d'une rivalité, mais malheureusement, en grandissant, elle perd la gloire. Sa sœur va commencer, elle, par contre, à devenir une star de cinéma à l'adolescence, et à un moment, cette sœur-là va se retrouver handicapée, et Baby Jane, qui est maintenant une femme assez âgée, va s'occuper, avec des gros guillemets, de sa sœur handicapée en la torturant et en la séquestrant. Vous allez dire, c'est déjà un peu osé pour un film de 62 comme pitch, mais... plus que ça, c'est un film qui parle d'agisme et c'est surtout un contexte que je voulais vous raconter. C'est un peu rare que je ne vais pas parler que du film, je vais vraiment parler du contexte et surtout je vais vous encourager à avoir une série qui est la série Feud de Ryan Murphy, qui pour moi est la meilleure série de Ryan Murphy
où elles sont respectivement interprétées par Susan Sarandon et Jessica Lange, donc énorme cast pour parler de Bette Davis et de Joan Crawford. En fait, si Joan Crawford est à l'origine de ce projet, c'est parce qu'elle considérait qu'il n'y avait aucun film pour des femmes de son âge. Elle s'est dit, dans tout le cinéma, là, si on me donne des projets, j'ai tel âge, c'est soit une grand-mère, soit un personnage extrêmement secondaire, ça n'existe pas, les personnages de femmes un peu plus âgées. Il faut savoir qu'elle était en rivalité extrême avec Bette Davis depuis toujours. Elles étaient dans une course aux Oscars qui ne cessait. Une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Elles ont été plus ou moins amoureuses du même homme. Enfin, vraiment, il y a eu tout un scandale autour de ça, mais elles décident quand même de faire le film ensemble parce que toutes les deux, finalement, dans une forme de sororité, mais elles sont dans la même situation. Il n'y a pas de film pour les femmes de leur âge. Et alors, vers quoi elles se tournent ? Et c'est là que c'est hyper intéressant d'en parler ici. Elle se tourne vers le cinéma de genre. Parce que pour elle, le seul moyen d'exister dans cette industrie, c'est de se tourner vers un film de grande méchante ou de grande victime. Mais en tout cas, de ne pas être dans un système patriarcal de femmes, de mères, de grand-mères, d'employés. Non, c'est un film de deux femmes et c'est vers le genre qu'elle se tourne. Parce que c'est l'adaptation d'un livre éponyme. Et donc voilà, moi c'est ce film-là que j'ai choisi. Je pourrais vous parler de leur histoire qui est complètement dingue. Elles se sont vraiment battues sur le tournage. Pour moi, c'est un film qui offre énormément de tristesse sur la vieillesse, parce que notamment le personnage de Baby Jane, donc de Bette Davis, elle est maquillée comme une poupée, comme une enfant, comme un personnage qui veut pas vieillir. Il faut savoir que Bette Davis faisait son maquillage elle-même sur le tournage. C'est une anecdote assez intéressante parce qu'elle est tellement grimée avec ce fond de teint très très blanc, cette poudre, ces bouclettes, que parce que c'est elle qui a dessiné elle-même ce qu'elle voulait pour son personnage, quand elle est allée voir des maquilleurs professionnels, ils ont tous répondu à la même chose. Ils ont fait non mais attends, si on fait ça sur le tournage, mais il y a personne qui nous emploie après. Donc ouais. elle le faisait elle-même de manière à ce que ce soit presque un peu croûteux, ce qui donne un effet super effrayant. Je tiens à dire aussi qu'il y a l'une des plus grandes scènes psychologiquement torturées de l'histoire du cinéma, qui est une scène de chant face à un miroir de la part de Bette Davis avec Victor Buono au piano. Et elle qui chante des chants enfantins en pensant redevenir la grande star qu'elle était alors qu'elle avait 5 ans. Donc là, on revient sur le côté un petit peu enfantin. Je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu. Si je vous l'ai pas bien vendu, mais... Tu l'as très bien vendu. Ne serait-ce que déjà, après, quand on connaît un peu l'histoire du cinéma, on entend le titre, on entend le monde du réal, on entend le monde des comédiennes. Normalement, on a déjà envie de le voir. En plus, c'est un film qui a lancé même tout un genre, la hagsploitation. Il y a eu un autre nom pour ce genre et que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle le psychobidi. Oui, c'est vrai. Oui, et je ne connaissais pas du tout ce terme. Je l'ai appris hier en faisant des petites recherches. Psychobidi. Psychobidi, B-I-2-D-Y. Et le psychobidi, c'est un sous-genre qui combine des éléments d'horreur, de thriller et de films de femmes. Avec un côté grand guignol, voilà. Et aussi donc appelé la hagsploitation, qui est moi c'est le terme que je connaissais le plus pour parler des films de mégère en fait, voilà. C'est ça. Qui est vraiment un terme assez moche. Mais non, c'est un grand film. Alors, c'est marrant, c'est que moi j'avais entendu dire que tout ce qui est raconté dans Feuille, la série de Ryan Murphy, était en fait assez exagéré et qu'au final quand on recueillait vraiment notamment les avis de Joan Crawford, disait que le tournage s'était pas si mal passé que ça, mais qu'en revanche elle trouvait que Bette Davis avait manqué beaucoup d'élégance au moment de la sortie du film pour la promo, où elle avait complètement laissé Joan Crawford de côté pour vraiment prendre la lumière sur elle. Mais alors après, voilà, mais j'ai pas vu Feuille, mais j'ai très envie de voir. Parce que même si c'est pas vrai ce qui se raconte, le projet est tellement génial que... C'est majoritairement vrai, c'est un peu exagéré, mais par exemple... C'est Ryan Murphy en même temps. Oui, c'est Ryan Murphy, donc c'est un peu too much. Mais par exemple, l'anecdote la plus folle et qui est complètement vraie, c'est que le film a eu 5 nominations aux Oscars. Non, il n'en a eu qu'une, celle des meilleurs costumes. Mais les 2 étaient nommés. J'ai un doute sur cette information, mais bon, en tout cas, il n'y a aucune des 2 comédiennes qui l'a eu. Mais il y a Joan Crawford qui a fait du lobbying en sachant que Bette Davis ne l'aurait pas, et que c'est Anne Bancroft, que vous connaissez notamment pour le lauréat, qui l'a eu, mais elle a convaincu Anne Bancroft de ne pas venir à la cérémonie des Oscars et de lui confier le fait de venir le chercher pour elle. Donc c'est-à-dire qu'on a une image de Joan Crawford, vous pouvez aller chercher sur internet, avec un Oscar qui n'est pas à elle, qu'elle est venue et qu'elle a récupéré quasiment en son nom. Et peut-être juste pour faire chier Bette Davis. Mais c'est exactement ça. Okay. C'est sûr que c'est ça. Et c'est marrant parce que dans le film, en fait, pour le coup, c'est vraiment un festival
festival Bette Davis carrément. Autant Jane Crawford, son rôle est magnifique et elle le tient super bien, mais c'est vrai que c'est un festival Bette Davis tout du long et qu'il y a comme ça, quand tu te dis que c'est deux actrices aussi immenses l'une que l'autre qui se sont dit on va s'allier même si on s'aime pas pour faire un film sur nous, et finalement c'est clairement Bette Davis qui ressort gagnante du film en termes de, je trouve, de ce qu'elle projette et de ce que le film décrit aussi de son talent, parce que elle rentre vraiment dans des profondeurs psychologiques vraiment impressionnantes, et puis elle le tient tout du long. Mais d'ailleurs, contrairement à Ginny Penn, parce que du coup il y a des ponts à faire avec le film, parce qu'on est aussi sur un tyran versus une victime, quoi. Je trouve que Bette Davis, son personnage, contrairement à celui de John Lithgow, on a une certaine empathie. Elle a un côté un peu brisqueur, en fait, le fait de vouloir absolument pas renoncer à sa vie passée, de s'accrocher à la figure qu'elle était avant et qu'elle n'est plus à cause de son âge, à cause de plein de choses. Et il y a un côté du coup hyper triste et touchant là-dedans. La fin est déchirante. La fin est déchirante. Ouais, pendant tout ce temps, on aurait pu être amis. C'est fou. Ouais. Et je trouve que la relation entre les deux sœurs, en fait, elle est vraiment, vraiment touchante. Et puis sans rien spoiler, mais ce doute laissé à la fin sur le dernier plan, et en plus c'est vraiment horrible. Mais puis le film te raconte quelque chose qui est connu aujourd'hui, mais qui est quand même pas si fréquemment mis en avant dans la fiction, et a fortiori la fiction hollywoodienne. C'est comment, pendant très longtemps, Hollywood a brisé physiquement les comédiens, les comédiennes. Si vous regardez, je veux dire, comment était traité, et là j'ai un trou de mémoire, c'est terrible, c'est honteux, la toute jeune, mon Dieu, la toute jeune actrice du Magicien d'Oz, comment a été traitée Marilyn Monroe, comment lisez par exemple Des blondes pour Hollywood d'Adrien Gombeau, qui est un bouquin sur comment, après Marilyn Monroe, les studios vont aller chercher des comédiennes. Judy Garland. Merci. De rien. Voilà, comment les studios vont aller chercher des comédiennes, leur payer des opérations, les transformer physiquement pour en faire des sous-Marilyn en moins cher, et ce qui va leur arriver, je veux dire, physiquement. Et je trouve que le film arrive à capter quelque chose de cette horreur que plus tard Elroy travaillera dans Le Grand Nulle Part, par exemple, sur comment ce monde du divertissement, de la gloire, etc., c'est aussi un monde de corps qui souffre et qu'on brise et qu'on refaçonne. Parce que c'est ça, le personnage de Bette Davis, c'est un corps, tu disais, il y a ce maquillage incroyable qui est sur le point, qui ressemble presque à une poupée de porcelaine un peu sur le point de s'écrouler, quoi. C'est ça. Et ça, moi, c'est une source de fascination très forte quand je vois le film. C'est-à-dire qu'il arrive, sans que ce soit à proprement parler son sujet, parce qu'il reste axé toujours sur ses personnages, mais à te raconter comment, dans cet endroit-là et dans ce moment-là, la gloire, elle s'empare des corps des gens pour en faire des petits pantins brisés, quoi. Et ça, c'est très, très fort. Et c'est marrant parce que Aldrich, c'est peut-être pas le réalisateur le plus psychologique du monde. En tout cas, quand il aborde le psychologique, c'est toujours quand même très rentre-dedans. Et là, j'ai trouvé sa mise en scène parfois presque un petit peu en retrait. Il laisse vraiment les personnages s'exprimer et tu sens, en fait, je pense qu'il se disait voilà, c'est les comédiennes, c'est les stars, ça va pas être la mise en scène. Il est plus en retrait que dans certains films. Il y a quand même quelques plans super bien pensés, notamment en jouant sur le maquillage. La première fois, elle regarde les albums photos, elle a juste une unique lumière juste au-dessus d'elle qui fait un triangle qui vient l'éclairer complètement, et tout le reste est noir autour et fait encore plus ressentir la blancheur surréaliste de son maquillage. Cette scène, j'ai trouvé absolument magnifique. Et puis c'est vrai que globalement, ce côté, cette oscillation constante entre le pathétique, le triste et l'horrible, et le monstrueux de ce personnage est vraiment géré à la perfection. Je suis sûr que Ty West, ils sont inspirés pour Pearl. Parce que moi, c'est sûr, Pearl, c'est évident. Ouais. Ah ouais, non, c'est sûr. Et puis même Aldrich, il a trouvé un peu une deuxième vie, parce qu'après il a refait un film avec John Crawford qui était What Happened to On True ou Slow. Attends, je me rappelle plus. Parce qu'il y a eu Shut Sweet Charlotte. Non, c'est celui-là. Sweet Charlotte aussi qui était. Mais John Crawford n'est pas revenu pour celui-là. Non, mais c'est pas Bette Davis qui est revenu, parce qu'il me semble que c'est Bette Davis. Oui, voilà, c'est ça. Mais John Crawford a dit non. Et qui est aussi un très chouette film je trouve qu'il est en pur film de genre et peut-être se tient mieux que Whatever Happened to Baby Jane, mais qui en matière d'aura et de performance d'actrice est quand même un peu en deçà. Mais non, Baby Jane, c'est vraiment un grand film. Et c'est vrai que moi, pour moi, Aldrich, c'est un réalisateur de films de guerre et de polar. Et c'est vrai que la première fois que j'avais vu le film et de le voir s'aventurer dans ce terrain-là m'avait vachement séduit. Et puis après, du coup, j'avais découvert Hush Hush, Sweet Charlotte, et j'avais découvert comme ça un petit peu tout ce petit pan de sa filmographie, un peu trop ignoré par rapport à ses autres grands films.
C'est vraiment un film et puis ça vieillit pas. Et puis c'est aussi un de ces grands films sur Hollywood et sur les actrices hollywoodiennes. C'est un peu le boulevard du crépuscule de la torture psychologique. Oui, ils s'en sont inspirés pour le personnage de Baby Jane. Hein. C'est clairement Norma Desmond, Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Et j'ai une autre petite anecdote. J'ai plein d'anecdotes, mais après je vais laisser un peu Aurélien s'exprimer. Mais pour dire à quel point le film est pertinent, quand donc il y a Crawford qui va voir Aldrich va voir le patron de la Warner à l'époque, Jack Warner, et Jack Warner a littéralement dit, et c'est Aldrich qui l'avait dit dans une interview à l'époque, je ne miserai pas un seul sou sur et ça je l'ai pas traduit, two old brats. Voilà, donc on est sur vraiment une industrie masculine qui ne veut pas voir des vieilles femmes, ça n'intéresse pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'Aldrich refait quasiment la scène au début du film, quand il est avec les deux mecs de studio en train de regarder le film et de se dire mais on peut pas sortir un film avec cette actrice là, quoi. Et d'ailleurs ça parle d'une femme qui veut à tout prix, de façon même presque complètement illusoire, revenir sur le devant de la scène alors que sa gloire est passée. Comme The Substance en fait. Exactement. Non mais j'ai pas grand chose à rajouter. Moi j'aime beaucoup le film, je l'ai revu avec plaisir là. C'est pas un cinéaste que je connais ultra bien. Je sais que j'ai vu en 4ème vitesse de Aldrich, au moins celui-là. J'ai dû en voir d'autres aussi. Mais celui-là, c'était un film qu'on m'avait recommandé à une époque que j'avais regardé, que j'avais beaucoup aimé. Et je trouve que ça n'a pas vieilli, franchement. Parce que le film n'est pas du tout guindé, pas du tout. Enfin, il se laisse porter par ces deux actrices, par ces personnages. C'est vraiment un film centré sur les personnages. Alors, du coup, des fois, la narration est assez lente. Elle patine pas, mais voilà, il y a des petits allers-retours et tout. Mais en fait, c'est jamais ennuyeux. Parce qu'on est intéressé par les personnages et très attaché notamment au personnage de Blanche, je trouve. Donc ouais, c'est super. Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est qu'au début, quand elle est enfermée dans sa chambre, donc Blanche Hudson, et qu'elle ouvre la fenêtre et qu'il y a la voisine, elle lui lance un papier, mais pourquoi elle ne crie pas ? Elle est juste en bas, elle fait hey, « aidez-moi » et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça, je me suis juste fait la réflexion. Ah, c'est drôle, plutôt que de lui lancer un papier pour qu'elle le chope et tout, oui, un message de l'aide. Tu comprends à la fin pourquoi. Il y a une forme de culpabilité, oui. Il y a quelque chose, genre, il y a un triple enfermement dans ce film. Il y a l'enfermement dans le corps, dans la vieillesse, il y a l'enfermement psychologique, et il y a l'enfermement de séquestration pure et dure. Genre, c'est un film à plusieurs. Encore une fois, je peux en parler pendant des heures. Hein. Moi, j'aurais adoré voir en fait le cheminement du personnage de Baby Jane, c'est-à-dire est-ce que c'est la vieillesse qui l'a fait revenir vers ce qu'elle était enfant, ou est-ce qu'elle n'a jamais quitté ce personnage ? On ne le sait pas vraiment en fait dans le film. Et ça, j'aurais trouvé ça super intéressant d'avoir cette perspective-là. Et en même temps, je pense que la chanson dit qu'elle l'a jamais vraiment quitté. Ouais. Letter to Daddy, ça reste la chanson qui me cringe le plus de l'histoire de. Ouais. C'est horrible. Moi, j'aurais aimé voir une histoire d'amour entre Baby Jane et John Lithgow. Et puis il y aurait eu beaucoup de poupées du coup, parce qu'il y a aussi une poupée dans Baby Jane. Bah oui, il y en a pas mal. Ils auraient pu s'éclater. Très bien. Le deuxième film par ordre c'est moi, d'apparition à l'écran, c'est le tien. On va changer de registre. Oui, alors moi, ça va pas être méga long parce qu'il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de trucs à dire sur ce film, mais c'est un film que je trouve une heure en fait. Fort sympathique. Ça s'appelle La Nuit de la Mort de Raphaël Delpar, sorti en 1980 et c'est disponible sur Shadows par ailleurs, qu'on a sorti le mois dernier. C'est un film français, donc assez rare assez rare dans le cinéma de genre, notamment à cette époque, pour être mentionné. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà sur l'histoire, donc on va suivre Martine, une jeune femme fraîchement employée comme aide-soignante dans une maison de retraite, une maison de repos. Et elle va vite se rendre compte de comportements étranges, autant du côté des pensionnaires, donc des vieilles personnes, que du personnel. Et donc, on va nous dévoiler assez vite dans le film, ce n'est pas un spoil car ça arrive très vite, c'est dans le synopsis, que en fait, nous avons affaire à une sorte de secte de cannibales qui se repaît de jeunes chairs fraîches pour ralentir le processus de vieillissement. Et donc on va suivre un petit peu l'enquête et la lutte de cette jeune Martine face à tout ça. Alors c'est un film qui est réalisé
comme je l'ai dit, par Raphaël Delpar. C'est pas un mec qui a réalisé beaucoup de films. Lui, il a commencé un peu théâtre, il était marionnettiste à une époque, et puis il a été assistant réel. Marionnette, comme Jenny Ouais, Penn, t'as tout vu, est c'est ça. lié, quoi. Il a été scénariste assistant réel avant de se mettre à la full réalisation. Il a notamment collaboré avec Jean-Pierre Mocky. Et donc, La Nuit de la Mort, c'est pas son premier film, mais c'est son premier film d'horreur. Il a réalisé 1 ou 2 comédies potaches avant, il en réalisera d'autres après. Et il réalisera aussi après un autre film d'horreur, alors que j'ai pas vu, mais a priori c'est fantastique, un peu horrifique, qui s'appelle Clash. C'est super bien. Ouais, c'est bien. C'est très étrange comme film. Très, très, très étrange. D'un surréalisme absolu. Moi, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Et les C'est très deux, étonnant. alors Clash, nous on l'a pas sur Shadows, mais je sais que les deux sont sortis chez Le Chat qui fume, les 2 films, La Nuit de la Mort et Clash. Ouais. Et par ailleurs, je sais que sur le. Alors moi je l'ai pas, donc j'ai pas pu regarder, mais sur le Blu-ray du Chat qui fume, il y a pas mal d'interviews du réal, de l'actrice et tout, qui nous donne un peu des infos sur le contexte de tournage, parce que c'est un film assez curieux, très très fauché. Alors il y en a qui parlent de nanar, moi je trouve pas que ça en soit un, c'est une série B, Non plus. série B très fauchée avec quelques moments assez ridicules, mais c'est jamais si ridicule qu'on rigole à fond contre le film. On rigole de bon cœur avec le film, parfois un petit peu contre lui à certains passages qui sont un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Après, voilà, globalement, la musique est assez insupportable, le jeu d'acteur est pas terrible, l'écriture est un peu lourde. Tu sais qu'à un moment comme donné, on ça. va te demander pourquoi tu es choisi. Mais oui, justement. Mais en fait, ça participe au charme du film. En fait, je trouve que les scènes horrifiques, il y en a certaines qui marchent plutôt bien. Je pense à la scène de la fin où elle découvre un cadavre dans un placard. Je trouve qu'elle est assez saisissante. Les trucages sont étonnamment plutôt réussis, à certaines scènes plus que d'autres. Et puis surtout, c'est un film gore des années 80, français, ça, il n'y en a pas tant que ça. Et puis voilà, il y a une vraie... En fait, Raphaël Delpar, il avait vraiment envie de faire un film d'horreur, c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait, et comme je le disais, il arrêtera assez vite après parce qu'il continuera plus dans la comédie, et après assez vite il arrêtera le cinéma pour écrire des romans. Il a écrit des romans historiques et des livres aussi d'histoire et tout un travail notamment beaucoup centré autour de la Seconde Guerre mondiale, mais bref, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui il ne fait plus de cinéma, mais voilà, il a voulu faire ce film avec 3 fois rien, et c'est cette volonté en fait de raconter une histoire d'horreur sans le sou qui me plaît, surtout qu'il a trouvé en fait un manoir, il a sous-loué un manoir pour tout le monde était hyper mal payé et tout pour tourner le film là-bas, donc il y a quand même des beaux décors, ça on peut le dire. Et il y a une anecdote amusante sur le film, mais apparemment on ne sait pas si elle est vraie à 100%, mais il y aurait eu un film pornographique qui se tournait dans le manoir en même temps. Il y avait 2 tournages en fait en même temps, et a priori dans le film il y a des moments où on entend des gémissements au loin. Purée, c'est X. Et ce serait les gémissements de ce tournage-là. On ne sait pas si c'est vrai à 100%. Ça aurait pu être un Eurociné en fait. Mais c'est ça, hein. incroyable comme anecdote. Voilà, j'ai vu ça et ça Vous m'a. n'avez pas envie de l'interviewer pour Shadows, il est encore vivant, le Il est réalisateur. encore vivant et il est à Paris a priori, donc ce serait en vrai ce serait marrant de l'interviewer, j'avoue. Imagine le cauchemar de l'ingé son, quoi qu'il a. Ah non, attendez, je les ai. Ils ont presque. Ah, ils ont fini. Et puis après je finis, je vous laisse parler, excusez-moi. Ce qui est marrant aussi, c'est que là où on sent que c'est français, c'est qu'il y a une espèce de volonté maladroite d'inclure un espèce de discours social un peu lourdeau par-dessus. Alors qu'on va pas se mentir, ce qu'on a envie de voir avant tout, c'est ces cannibales-là bouffer des gens et tout ça. Mais du coup, c'est un peu à côté de la plaque par moment, sur plein de choses. À d'autres moments, ça sonne juste aussi. C'est un peu bizarre, c'est un film un peu bicéphale comme ça, qui globalement est raté, mais pour lequel on peut très vite avoir beaucoup de tendresse parce que c'est plutôt généreux, c'est bis, c'est drôle. Et moi, il y a des scènes qui me font beaucoup rire, notamment celle où l'héroïne essaie de calculer l'âge de sa patronne avec un produit en croix. Parce que Même pas, c'est juste une simple soustraction. Ouais, en plus. une soustraction. Parce qu'encore, limite, ça aurait été un produit en croix, j'aurais pu comprendre sa perplexité, parce que moi-même, les produits en croix, vivent les calculettes. Quoi. Ouais, une soustraction. Sur mais là, c'est vraiment une simple soustraction. Quoi. Ouais. Et puis, il y a ce personnage de majordome tout droit sorti de la famille Addams, qui, je trouve, est une sorte de mélange entre Stephen King jeune, Peter Stormare ouais. Et puis, je sais pas, Norman Bates. Mais dites-moi, Martine, oui, voilà, est-ce que vous pouvez tomber amoureux d'un homme comme moi ? Attention, je n'ai pas dit moi, mais un homme comme moi. Incroyable. Ouais, puis il y a ce ton très vieux dialogue français qui est assez délicieux, je trouve. En même temps, le réalisateur, le film d'après, c'est Les Bidas aux grandes manœuvres. Voilà. Avec ça, Michel Galabru.
Simon est perplexe. Non, mais moi, ça fait partie des films pour lesquels justement je peux avoir beaucoup de tendresse parce qu'on n'est pas très loin non plus d'un certain cinéma égrillard de Jean-Loup Davy de la même époque. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les titres, ce sont des films comme Prenez la queue comme tout le monde ou Banane mécanique. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent que c'est à la fois fauché, que c'est en même temps très artisanal et que c'est fait par des gens néanmoins qui sont des artisans et des débrouillards de cinéma. Parce que tu disais, il y a de beaux décors, mais souvent ils sont bien filmés. Ils sont pas mal éclairés. T'as tout un travail, moi je trouve, sur l'atmosphère, la rupture de ton et les musiques qui est parfois très étonnant, où tu vas enchaîner une espèce de séquence onirique, cauchemardesque, où on vient de voir des mains plonger dans un cadavre pour juste après avoir un dialogue avec Charlotte de Turckheim. Et puis, je l'ai pas dit, mais oui, il y a Charlotte de Turckheim. Voilà, et puis on la voit toute nue. Oui. Et puis un long plan et puis un long plan de déambulation et les trois vont être montés de manière un peu vaporeuse, je le dis plutôt dans le bon sens du terme, avec comme ça des chapes sonores vaguement bizarroïdes et hypnotiques, mais tout ça te donne des espèces de petits moments suspendus que moi je trouve assez chouettes. Et alors après, il y a tous les défauts ou qualités, hein, selon le regard qu'on veut poser dessus, qui y sont. Mais le film a quand même beaucoup de charme en vérité. C'est vraiment un truc étonnant. Et puis, il fait partie aussi de ces films qui ont... Alors après, il y a la patine du temps qui joue, bien sûr, hein, mais dont certains défauts deviennent presque des qualités. Par exemple, la comédienne Isabelle Gauguet, on peut pas dire qu'elle joue très bien, mais... elle a un espèce de visage comme ça, un peu diaphane, un peu rêveur. Elle est filmée un peu à distance, sans grande empathie par la caméra. Et tout ça en fait un espèce de personnage pas loin d'être un peu spectral. Mais ça fonctionne pas mal. Mais tu sais, comme c'est... je crois qu'après, elle est devenue actrice de... Pardon, pas actrice. Assistante de production, oui, voilà, sur du porno. Assisté, je crois que c'est son père qui réalise de porno. Ou Claude Pierson, oui. Ouais. Mais tu sais, elle trimballe ce bagage-là, tu sais, de comédienne et ou de technicienne dans le cinéma français, notamment des années 80, qui n'était pas toujours bien traité, mais qui était traité un peu à distance et qui aboutissait comme ça à ces espèces de personnages éthérés, dans le bon sens du terme. Et vraiment, elle fait beaucoup pour le film, en fait, quand bien même c'est pas une incroyable interprète, elle participe beaucoup du charme de l'ensemble. Ouais, je suis d'accord. Puis, moi, je trouve qu'il y a un côté dans ces films-là, cette époque-là, quand on essayait de faire de l'horreur en France, c'était des espèces d'actes militants presque isolés, oui, souvent concomitants avec l'industrie du porno. On pense notamment à la boîte de Eurociné, qui était une boîte, pour le coup, qui a balancé du nanar à la chaîne. Et moi, je suis d'accord avec toi, Aurélien. Pour moi, le film n'est pas un nanar. Le film essaye vraiment d'être un film d'horreur avec la naïveté qu'il peut avoir, avec le peu de moyens qu'il peut avoir, et aussi avec l'univers qu'il a. Ce que je veux dire, c'est que c'est un film français des années 80, avec la société qui était à l'époque la France des années 80, la façon de s'exprimer, la couleur des vêtements, la gueule des voitures, la tronche des coiffures. Et, la tronche des comédiens ouais, aussi. Voilà, la tronche des comédiens et le bagage des comédiens, quoi. Et moi, j'ai toujours énormément de tendresse pour ces petits ovnis de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ou même depuis les débuts des années 2000, quand des réalisateurs français ont vraiment essayé de faire du genre, ils arrivaient avec des producteurs un petit peu plus au fait, ils arrivaient avec un bagage aussi cinématographique qui était hérité d'un lissage un petit peu de l'expression cinématographique et des visuels cinématographiques hérités du cinéma hollywoodien, etc. Donc c'était déjà un peu plus simple de réussir à apposer une approche visuelle plus convaincante. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Enfin, si on voulait faire un film d'horreur en France dans les années 80, sans avoir d'argent, tu louais une baraque en Sologne et puis t'écrivais une histoire vite faite, essayais de mettre sur pied quelques petits effets spéciaux pas trop dégueux, et puis tu priais pour que ça ressemble à quelque chose. Donc moi, j'ai vraiment déjà énormément d'affection pour ces tentatives-là. Et puis, je sais pas, il y a un côté... Il y a un côté tellement basique, mais jouissif dans le côté les vieux qui veulent pas vieillir et qui vont bouffer du jeune pour continuer d'être ce qu'ils sont et en même temps d'être quoi en fait, et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Jenny Penn, c'est-à-dire vous continuez à exister mais vous êtes bloqué aussi dans cette non-vie qui est de continuer à être vieux mais sans le devenir plus. Qui n'a pas vraiment de sens, mais vous vous accrochez. Donc il y a aussi, c'est vrai, ce côté un peu politique d'une vieille garde qui ne veut pas laisser la place aux jeunes et qui continue comme une sangsue à lui sucer l'énergie vitale. Mais pareil, tu vois, dans le cinéma français d'horreur des années 80, qui essayait de dire des petites choses comme ça, pas grand monde en fait. Donc non, plein de qualités. Et Charlotte de Turckheim, en plus, moi, je trouve que c'est elle qui joue le mieux. C'est elle qui joue le mieux de loin. Son personnage est attachant. Complètement. Ce qui lui arrive est vraiment horrible parce qu'elle en chie du coup. Même sa disparition du film est dommageable au film, je trouve. Un peu,
Ce qui est dommage, mais non, moi c'est vraiment ça. Et tu vois, on peut penser à Devil Story à la même époque, il y a une espèce de là, on est clairement sur un nanar. De tentative de film d'horreur un peu surréaliste, mais qui part tellement dans tous les sens, etc., que c'est absolument génial, mais que c'est un vrai nanar. Et aussi donc les productions Eurociné ou les films de Jean Rollin qui ont leur patine à eux parce que c'est Jean Rollin, mais qui peuvent être quand même compliqués par plein d'aspects, en tout cas difficile de rentrer dedans. Et non, là, voilà, c'est un film qui raconte une histoire du début à la fin, qui dévie pas, qui va au but et qui te donne du gore et de l'horreur si tu as envie d'en venir rechercher. C'est ça. Moi, je trouve que je comprends l'aspect nanar. Quand on dit nanar, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du dialogue. C'est-à-dire que il y a des dialogues qui sont d'une laideur, d'un manque de rythme. C'est surjoué, et en même temps, ça participe au charme du film. Et je trouve que toute la technicité pure du cinéma d'horreur est parfaite. C'est-à-dire que y a une scène de plongeage de main dans un ventre, mais c'est vraiment gore et c'est vraiment parfaitement exécuté pour l'époque. Ouais, c'est assez bien fait parce que tu vois que c'est un mannequin forcément, mais tu vois les petits pores, de la peau. Ouais, là, je me dis la prothèse est vraiment super. La prothèse est super, tous les organes qui sont reproduits sont super. Quand tu les vois manger, bah t'imagines que c'est ou des organes d'animaux qui sont recouverts d'un truc. Enfin, en tout cas, le pratique du cinéma de genre est super respecté. Il est fait avec conscience, avec technicité, et ça, on peut pas, du coup, le ranger complètement dans la catégorie nanar. Sur la fin, c'est plus compliqué quand même, quand elle se défend contre les vieux qui l'attaquent, au niveau du montage et tout, c'est un peu hasardeux. Non, mais le montage, il est aux fraises. mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, le film, il est assez charmant. Au début, j'avais vraiment peur, parce que depuis que tu m'as conseillé Nécromantique, genre vraiment, limite, je me cache les yeux avant de regarder. Moi, je sais pas pourquoi tu continues à venir nous voir, en fait. Depuis cet acte fondateur traumatique, je trouve que tu as un courage. C'est parce que j'ai pas dit au micro que vous Moi me aussi, j'ai séquestrez été dans les bureaux, traumatisé, en fait. ok. Parce que c'était dur de défendre Nécromantique face à toi. Tu es forte. Non, regarde, finalement, la plupart du temps, je suis plutôt je comprends pourquoi tu as choisi ce film. Je comprends pourquoi. J'encourage les gens à le découvrir sur Shadows. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Et il y a une espèce de, c'est pas vraiment de la fraîcheur, mais une innocence qui est vraiment saluable dans le film. Et ouais, moi je trouve que Charles de Turckheim, elle est vraiment super, et ça reprend des codes finalement de cinéma américain des années 80 avec lesquels on est plutôt, avec lesquels on a grandi, hein. Et je trouve que ça les exploite pas mal, hein, ce côté disparition, en fait, dès qu'on a un film de vieux, généralement on a un côté un peu paranoïaque. Et là finalement, le fait que ce soit eux les grands méchants, et qu'en même temps, comme on disait, ils sont déjà un peu enfantins, et elle peut du coup s'exprimer absolument à personne, c'est comme si elle était enfermée dans un asile. Je trouve que ça fonctionne bien. Sur le papier, ça marche bien. À l'interprétation, ça marche moins. C'est variable, mais en même temps, moi ça me fait beaucoup rire de dire Martine, pourquoi vous pouvez pas aimer un homme comme moi? Ce dialogue, il me tue, il revient plusieurs fois. Il revient tout le temps. Attention, je n'ai pas dit un homme comme moi. Ah, puis en plus, c'est je n'ai vrai pas dit moi, mais un homme comme moi. Ce qui est marrant aussi, ce personnage est vraiment l'héritage des films d'horreur, surtout italiens, des années 60-70, avec ce serviteur bossu, difforme. C'est Igor, voilà, clairement. Quand elle l'espionne en train de faire sa scène avec sa poupée, encore une poupée d'ailleurs. Sa scène de dinette là, tout, c'est à la fois malaisant et drôle. Ouais. Non, mais en tout cas, une vraie curiosité. Une vraie curiosité. Tu m'as pas posé la question, mais moi j'avais hésité. J'allais te la poser tout de suite. J'avais hésité avec La Porte des Secrets. Avec oui, je t'ai supplié de pas le prendre. Oui, mais alors, je l'ai pas revu du coup, mais je l'avais vu à l'époque au cinéma, donc il y a longtemps, et j'avais trouvé ça m'avait vachement marqué en tout cas. Parce que c'est un film à twist, et le twist est ouf. Et alors aujourd'hui, je sais pas si je le revoyais. Cela dit, je me rappelle plus du twist. Je crois mais que le twist est fou. Je crois. Mais on va pas spoiler. Je crois, mais ça va absolument pas. C'était une production Sam Raimi, non? C'est début des années 2000. Skeleton Key, ouais, début des années 2000. Ouais. Oui, c'est l'histoire d'une. En fait, je l'ai vu il y a trop longtemps, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais sauf dans les grandes lignes. Mais bon, allez voir La Porte des Secrets, et puis ça se trouve c'est nul. C'est bien Skeleton Key, c'est ça le c'est ça. titre Ouais, c'est ça. Skeleton Key, 2005. Ah oui, je vois. Réalisé par Ian Softley. Voilà pour moi. Et bien donc Simon, je crois que nous en arrivons à ton film. Absolument, moi j'avais très envie de vous parler de Booba Hotep, qui est réalisé par Don Coscarelli, et à l'affiche duquel on retrouve Bruce Campbell, Ossie Davis et Bob Ivy. C'est un film qui n'est pas comme les autres, c'est à la fois une comédie, une franche comédie, c'est à la fois un drame mélancolique assez profond, c'est aussi un pur film fantastique, et un film autour de figures
fantastique ou non. De quoi est-ce que ça cause ? Tout simplement, il s'agit d'Elvis. Il faut savoir que Elvis, en fait, il n'est pas mort, mais il n'est pas sur une île paradisiaque. Tout simplement, Elvis, après un maladeux, ce que j'appellerais un malencontreux accident de sosie, tout simplement, personne ne croit qu'Elvis est Elvis. Et donc, du coup, il se retrouve dans une maison de retraite où il répète à qui mieux et à qui veut bien l'écouter et à ses infirmières plus ou moins tolérantes que il est Elvis. Et d'ailleurs, dans sa chambre, il n'est pas tout seul parce que il y a aussi John Fitzgerald Kennedy. Sauf que John Fitzgerald Kennedy, il a encore moins de bol parce que les méchants, les Chinois du FBI ont pris son cerveau et l'ont mis dans celui d'un homme afro-américain. Et donc il a assisté, ils ont échangé leur cerveau, quoi. Et donc il a assisté, il y a bien des décennies, tristement à la mort du faux JFK. Et donc depuis, cet homme afro-américain explique à qui veut l'entendre qu'il est, qu'il est JFK. Et ça se passe pas très bien. Il se retrouve donc voisin de chambre dans une maison de retraite. Et cette maison de retraite va accueillir un autre patient qui fait un petit peu office de figure mythique, puisqu'il s'agit d'une momie. Une momie qui a le bon goût d'aspirer l'âme des patients, des pensionnaires, par le cul. Et donc, j'attendais de voir si tu allais le dire, sinon j'allais le lâcher. Je t'en prie. Et donc ces deux hommes, ces deux héros, vont devoir se lever une dernière fois contre la tyrannie afin de sauver leur miche et de sauver celle de leur établissement. Parce que bien évidemment, nurses et autres médecins ne les croient pas quand ils expliquent que une vilaine momie avec un chapeau de cow-boy est bien partie pour leur aspirer les derniers sacrements par le fondement. Voilà pour les prémices du film. Que dire ? Moi, je l'ai vu assez jeune. Je vérifiais là, juste avant de commencer à ouvrir ma mouille. Il est sorti en 2002 et moi, je l'ai vu au cinéma à Clermont à l'époque. Il était en VF, la VO n'était pas encore aussi répandue, et je pense une des dernières VF que j'ai dû voir au cinéma. Et bref, et donc je sais pas pourquoi je précise ça tout de suite. Je me suis retrouvé devant ce film qui est extrêmement étonnant, parce que c'est un film qui est à la fois complètement fantasque, complètement fantasmagorique, et en même temps qui assume totalement, de manière très frontale, son sujet. On en a un peu parlé hors micro tous avant que commence l'émission, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de films représentant des hommes âgés qui parlent autant d'érection et de dysfonctionnement de l'érection en général. Et c'est pour ça que je parlais de la VF. Moi, j'avais été assez marqué par cette VF, où au début du film, justement, donc le vieil Elvis, interprété par Bruce Campbell, voit passer devant lui une infirmière qui le branche un peu, et où il évoque ses jeunes années, où il dit « Ah là là, à l'époque, je bandais comme un bouc dans un champ de poivrier. » Et le film est très, et à la fois surécrit, très drôle, il pousse tous les potards à fond, et en même temps, il traite très très frontalement de la tristesse, des angoisses et de la mélancolie de ces types-là, qui en gros, alors qu'ils sont vraiment au crépuscule de leur vie, ne pensent plus et ne s'inquiètent plus que de ce qu'on va faire de leur trou de balle et de ce qu'ils vont faire ou ne pas faire de leur service 3 pièces. Et en fait, je trouve que le film, en assumant totalement que ce soit la focale absolue de son récit, traite ses personnages avec énormément de tendresse. Je trouve qu'il a une très belle facture que j'aime énormément. On est vraiment dans une... Il faudrait pas de beaucoup pour que la photographie du film tire vers le putrescent et on reste toujours vers le mordoré, vers quelque chose d'automnal. Moi, j'avais très peur de le revoir parce que je pense que je l'avais pas revu depuis une bonne décennie. Et en fait, je trouve que sa sincérité, son authenticité se tiennent plutôt. On est au carrefour de plein de choses. On est au carrefour du ici comics quelque part. On est pas très loin d'un sketch des Muppets. On pourrait être dans un pastiche ou dans une parodie. Et on est presque en même temps un peu dans un western, enfin voilà, et tout ça existe. Je trouve que le casting en général fonctionne assez merveilleusement, notamment celui de Bruce Campbell. Le film est de 2002, donc il a 25 ans, il a 20 ans, enfin 23 ans de moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le grime, on le vieillit pour ce rôle-là. Et donc il se joue un peu, il se joue plus vieillissant qu'il ne l'est à ce moment-là. C'est peut-être un de ses seuls bons rôles depuis hors Evil Dead, quoi, hein, sans déconner. Enfin, vraiment très bon rôle, je veux dire. Enfin bref, moi je le trouve assez remarquable. Et voilà, c'est un film qui, je trouve, réussit à aborder avec une certaine honnêteté, une certaine dureté, plein de thématiques afférentes à la vieillesse, et qui a la politesse de se maquiller en petites conneries et petits délires, mais qui est bien plus que ça. Et très touchant aussi. Hein, ouais. C'est un film à la fois très drôle et très touchant. Et moi, pareil, je l'ai revu là et je me souvenais pas que c'était aussi fort émotionnellement de voir en fait ces deux vieillards se soulever contre une menace, hein, encore une fois, hein, et y aller coûte que coûte, et espèce d'assumer
et à la fin d'assumer une espèce d'héroïsme ridicule, mais en fait qui est désuet, mais qui est très très sincère. Et Bruce Campbell est incroyable. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que le film nous donne jamais la réponse de est-ce que c'est vraiment Elvis ou pas. Et en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce en quoi tu crois, ça devient ta réalité. Et à la fin de ta vie, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est à la réalité que t'aimes et la réalité que tu veux. Et ça, je trouve, c'est vraiment super. Et puis il y a cette petite scène aussi un peu brisqueur au début qui encapsule aussi un peu le discours du film où son compagnon de chambre meurt et qu'il y a sa fille, la fille de son compagnon de chambre vient récupérer ses affaires et lui il est là depuis des années, il l'a jamais vu venir et elle dit même pas que son père était un monstre ou quoi, juste elle est un peu hautaine, arrogante. Et ouais voilà, c'est aussi un film là-dessus sur la peur d'être oublié et la peur de se faire sucer le cul par une momie et que tout le monde s'en fout. C'est vrai que c'est une vraie peur, on n'en parle pas assez. Hein. J'avais pas revu le film depuis très longtemps aussi. Je suis un chouïa moins dithyrambique que vous parce que je trouve quand même que c'est quand même un grand sketch et moi je vous entends et je comprends ce côté très touchant qu'on peut voir dedans. Ça reste une grosse blague. Enfin, à un moment, il y a quand même des espèces de scarabées qui font. C'est trop bien. Mais c'est hyper drôle. Mais pour moi, c'est genre juste une grosse farce. C'est un scary movie. Enfin, et scary movie pas. Genre, on n'est pas loin. Genre, quand Simon faisait le résumé, il l'a très très bien résumé. Bien hein. C'était parfait. Nickel. Oh. Mais on dirait. Franchement, on dirait qu'il l'invente. Enfin, on dirait qu'il ajoute des éléments. On dirait quand on raconte ce synopsis, on dirait que c'est des gamins de 6 ans qui jouent. Mais le fait que le film marche, du coup, c'est une petite prouesse, quoi. Mais moi, j'aime bien le film, mais je le trouve pas touchant pour un sou. Je trouve pas. Ouais. Mais pas du tout. Mais je suis désolée, mais c'est peut-être parce que moi, j'ai pas peur de perdre mes érections. Peut-être qu'il y a peut-être de ça. Moi, le fait que quand il dit là, je sais pas pourquoi je bande super dur et ça faisait longtemps. Bah, je suis désolée, moi, j'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion parce que littéralement, je l'ai vu mater la culotte d'une fille sans son consentement et c'est rigolo parce que c'est rigolo, pas parce que ça raconte quelque chose de l'érection masculine. Moi, la scène à la fin où vraiment il appelle son pote Monsieur le Président, mais c'est hilarant. Mais c'est pas ce. On peut toujours extrapoler et dire non mais c'est beau parce que c'est un homme qui accepte de croire les mensonges de l'autre parce que c'est lui laisser une dernière fois croire en ses rêves. On peut dire ce genre de choses, mais en vrai c'est un sketch des nuls et c'est pas grave, c'est ok. Mais je vous entends extrapoler sur l'émotion et on n'a pas entendu Laurent, quoi. Mais moi ça me fait mourir de rire et je passe un très beau. C'est ce que j'ai ressenti. Non mais et je trouve ça très beau et je trouve ça très touchant. Alors j'ai vu avec ma femme, elle était comme toi en mode ouais c'est con. mais c'est peut-être un point de vue de Zizi quoi. Peut-être. Écoute. C'est peut-être ça. Ah désolé, j'en ai un. Donc toi aussi tu trouves ça touchant sur la vieillesse et sur le pull, la bite. Et sur les scarabées qui viennent dans ton cul. Enfin, c'est un peu ça le film. Déjà les scarabées dehors s'il vous plaît. Et ensuite non, moi, en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas tant ce que ça dit de la vieillesse. Ce que j'aime bien c'est de voir ces personnages retrouver un but. Parce que d'un coup ils sont passionnés, intéressés par quelque chose et que d'un coup il se passe quelque chose et que enfin le monde les nourrit et puis même si c'est du truc le plus con qui soit et enfin ils retrouvent l'envie de se battre. C'est ça que je trouve touchant. Le reste, oui, je suis d'accord que les érections alors peut-être que dans plus si longtemps que ça, malheureusement, je ne vais pas avec mon âge à cette antenne, mais bref, je me dirais ah bah oui si en fait c'était très important d'avoir des érections régulières. Tu remettras Boba Otep avec une petite larme à l'œil en mode il avait raison. Mais surtout c'est aussi moi c'est la personnalité de Coscarelli que j'aime beaucoup parce que dans Fantasme par exemple il avait vraiment fait de très beaux films sur cette espèce de cauchemar qu'est l'adolescence dans une petite ville que peut-être l'adolescence dans une petite ville quand tu n'as plus de repères, quand ton grand frère s'éloigne de toi, etc. Il y avait quelque chose de très intéressant et je trouve que là il analyse très bien aussi ce que peut être la vieillesse, surtout la gloire perdue aussi, parce que moi j'y crois, pour moi c'est Elvis, j'ai aucun doute là-dessus. JFK j'ai un peu plus de mal à y croire, mais Elvis j'y crois sans aucun problème. J'y crois aussi, alors que JFK on se dit il est là pour mettre en doute le spectateur parce que lui on peut pas y croire. Et en même temps s'il y a une momie, pourquoi pas? Voilà, c'est vrai.
Et donc voilà, j'aime beaucoup ça chez Coscarelli. Je trouve qu'il a la capacité de prendre des sentiments assez diffus et de les mettre dans des histoires sans queue ni tête, parce que Fantasme aussi, en tant qu'histoire sans queue ni tête, ça se pose Et là. John Dies at the End. Et John Dies at the End aussi. Et de réussir à en tirer comme ça une espèce d'objets cinématographiques un petit peu et qui sont toujours très générationnels, parce que Fantasme, ça a marqué toute une génération. Booba Hotep, c'est quand même un film culte vraiment révéré. John Dies at the End aussi, ça a beaucoup marqué les gens. Je parle pas de Darl Invincible, etc. aussi. Coscarelli, c'est un petit peu un unsung hero, je trouve, du cinéma américain, qui est un mec qu'on cite jamais quand on parle des cinéastes qu'on su tout parler à plein de générations, mais qu'il a toujours très bien fait. Et puis il y a un autre personnage aussi, Bruce Campbell, je le trouve extraordinaire, et c'est le film qui hurle, mais Hollywood, qu'as-tu branlé avec clair. Bruce Campbell, putain, incroyable. Un talent extraordinaire qui n'a jamais trouvé vraiment de grands rôles et qui n'a jamais explosé en dehors du petit cercle d'initiés qui sait que ce mec est un trésor. Et puis il y a le nom de Joe Lansdale qui est l'auteur à l'origine de la nouvelle dont est tiré le film. Joe Lansdale qui est un auteur de polar américain qui a fait, et d'horreur aussi, qui n'a jamais essayé de naviguer entre le polar et l'horreur. Il a une série de polar qui a été adaptée en série télé qui s'appelle App and Leonard. J'adore Lansdale. Ouais, et ses bouquins sont super. Il a aussi fait quelques bouquins d'horreur qui sont vraiment mortels. Et voilà, et je trouve qu'il y a comme ça une espèce de conjuration de ces grands noms qui se retrouvent pour faire ce qui ressemble finalement peut-être à un petit film de potes fait avec peut-être 3 francs 6 sous, mais avec beaucoup d'envie de livrer un objet qui ressemble pas à grand chose, en tout cas qui mélange plein de trucs et sans se soucier de cohérence vraiment. Et c'est toujours ça un petit peu, je trouve, Coscarelli, c'est ce qui le rend attachant. Voilà. Après, ce que dit le film sur la vieillesse, c'est vrai, c'est pas d'une nouveauté absolue, mais il y a toujours un côté touchant à voir des gens aux portes de la mort et qui sont complètement résignés et qui ne trouvent plus de joie à rien. D'un coup, retrouvent une petite étincelle comme ça. La BO est cool aussi. Le thème du film est sympa. C'est un film de Poppy et de Mommy. Enfin voilà, et Simon, quelle aurait été ton alternative ? Alors mon alternative, j'ai hésité un petit moment et on en a parlé d'ailleurs avec Aurélien hors micro, et puis je me suis dit non, il est peut-être un peu trop récent, donc il a peut-être été abordé déjà à ce micro. C'est La Abuela de Paco Plaza, qui est alors pour le coup un film qui est incroyablement passé sous les radars pour des raisons qui me dépassent complètement, y compris à Gérardmer, où moi quand je l'ai vu, je me suis dit vu la sélection qu'il y a, a priori tout le monde va sortir en lui chantant ses louanges, et non. Et alors que voilà, pour moi La Abuela, c'est un film absolument remarquable sur la peur, alors pas de personnes âgées, notre peur à nous de vieillir, de cette espèce d'altérité radicale qu'est le corps vieillissant ou mourant, et qui réussit à ne pas être un film, je dirais, éthiquement dégueulasse sur la vieillesse. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est pas le sujet, donc je vais pas partir en digression trop longue non plus là-dessus, mais c'était un de mes problèmes avec X, que je veux pas vouer aux gémonies non plus, mais où je trouvais que le regard porté sur la vieillesse était un peu discutable, un peu fête foraine crado. Alors voilà, dans La Abuela, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une jeune femme qui vient s'occuper de sa grand-mère, laquelle après ce qu'on suppose être un AVC n'est plus franchement autonome, et elle va découvrir que sa grand-mère, c'est peut-être pas une nana super cool, et c'est pas parce qu'elle peut plus parler qu'avec les paupières qu'elle peut pas lui faire passer un sale quart d'heure. Et voilà, grosso modo, à côté, Tati Daniel, c'est l'abbé Pierre. Non. Non, mais oui, non, ça a bien. Mère Teresa. Voilà, non plus. Merde. Mais oui, non, elle faisait le pape. À côté, ça voilà. À côté, c'est Aurélien Zimmerman, quoi. Exactement. La nouvelle référence de l'âme pure. Ça en dit beaucoup sur notre monde. C'est les salades, ça, t'inquiète. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, quand avec Aurélien, on s'était dit que ça pouvait être un sujet de podcast assez cool, je m'étais dit, tiens, ça serait vraiment bien que quelqu'un prenne La Abuela. Oui. Finalement, ça n'est pas arrivé, mais je suis très content que tu le soumettes, d'autant que j'ai toujours trouvé que Paco Plaza, tu le séparais de Jaume Balaguerro, il était incapable de faire un film qui tenait la route, et d'un coup, La Abuela, ça m'a scotché. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est d'une rigueur en termes de mise en scène. Ouais. Enfin, déjà, comment te faire péter les plombs avec un appartement de 3 pièces, c'est dingo. Tout à fait. Très bien, et je suis le dernier. Vous l'aurez peut-être deviné par élimination par rapport à Shyamalan et The Visit, si on ne parle pas. Tu vas parler de The Visit. Oh, trop bien. C'est parce qu'on parle d'un autre Shyamalan. After Earth. Que je pourrais presque
Non, je rigole. Il rigolait pas à 100%. Donc je vais vous parler de Old, donc de M. Night Shyamalan, film sorti en 2021, donc assez récent, qui raconte l'histoire de personnes qui vont en vacances dans un petit coin de paradisiaque qu'on devine peut-être être en Tahiti ou dans ces coins-là, en tout cas une île avec beaucoup de palmiers, une très belle mer, et plusieurs personnes arrivent donc dans un resort. Le début est très The White Lotus, s'il faut avoir des références actuelles. Et plusieurs personnes se voient conseiller par la direction de l'hôtel d'aller passer peut-être un petit moment sur une plage qu'on conseille vraiment qu'aux gens qu'on aime bien parmi les touristes. Une petite plage isolée par laquelle on arrive par un chemin un petit peu tenu secret. Et plusieurs personnes comme ça qui ont pris leurs vacances à ce resort vont accepter. Et ces personnes vont se retrouver sur cette plage. On va donc trouver une petite famille moins idyllique qu'il n'y paraît, un couple avec leurs 2 enfants. On va retrouver un autre couple avec un enfant et la mère du monsieur. On va retrouver un autre couple sans enfant cette fois, et d'autres personnes aussi qui sont déjà sur cette plage. Et bref, toutes ces personnes vont peu à peu déjà vont découvrir un cadavre dans l'eau sur cette plage. Ça va commencer à être un petit peu le début de l'alerte qu'il y a quelque chose d'étrange sur cette plage. Et puis surtout, ces personnes vont s'apercevoir petit à petit que chaque minute passée sur cette plage équivaut à plusieurs années qui s'écoulent, et qu'ils vont tous se mettre à vieillir prématurément, très rapidement, et qu'ils ne peuvent pas s'échapper de cette plage, puisqu'à chaque fois qu'ils vont essayer de franchir une espèce de couloir, de canyon, ils vont s'évanouir et se retrouver à nouveau sur la plage. Donc voilà, c'est un pitch mystérieux très Shyamalanesque qui ne vient pas de Shyamalan. Il a découvert cette histoire, c'est d'ailleurs assez marrant pour la petite anecdote. Ce sont ses filles qui lui ont offert la BD Château de Sable, qui est une BD suisse de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, et une BD qui se déroule en France. Et sinon, c'est exactement le même pitch. Ça se passe sur une plage du sud de la France, avec des personnes qui se retrouvent coincées sur cette plage et qui se mettent à vieillir. Et Shyamalan, quand il a lu cette histoire, cette BD, il l'a trouvée géniale. Déjà parce qu'elle faisait écho à des thématique qui lui le travaillait de plus en plus. Il faut savoir qu'il avait au moment du film un père atteint de démence, de sénilité de plus en plus avancée. Le fait est aussi qu'il voyait ses filles grandir, et qu'en plus le fait que ce soit ses filles qui lui offrent cette bande dessinée lui semblait être une espèce de symbole comme ça, et qui lui a donné envie du coup de s'attaquer à cette adaptation et de parler de ces choses qui lui le travaillaient. Alors on pourrait généralement penser que quand Shyamalan adapte autre chose, c'est souvent compliqué. Ceux qui aiment Le Dernier Maître de l'air sauront de quoi je parle, même si moi je trouve des choses à sauver dans son film, mais bon. Est-ce qu'il y a un seul de ces films que tu n'aimes pas ? Je me pose vraiment la question, hein. C'est pas du tout. Oui, il y en a 3 vraiment. C'est toi qui avais choisi Le Village. Bah oui, c'est pour ça. Le Dernier Maître de l'air, j'y sauve des choses, mais globalement, je trouve que c'est pas un film extraordinaire. After Earth, j'y sauve des choses, mais c'est un film compliqué par sa genèse et c'est les raisons fondamentales. Mais en tant qu'objet de cinéma et rapport entre certains personnages, surtout pour quelqu'un qui est papa d'un jeune garçon à l'époque, il y a des choses qui fonctionnaient. Parce que Shyamalan a ce don de toujours faire référence à des émotions très humaines, même dans les contextes les plus extraordinaires. Phénomène, ça devient compliqué. Ah non, c'est super Phénomène. Mais il faudrait que je le revoie. Oui, j'adore, c'est mon nanar préféré. Je le regarde une fois par an. Voilà. Donc c'est vrai que je sauve la jeune fille de l'eau. Je sauve la jeune fille de l'eau. L'enfer. Je sauve la jeune fille de l'eau malgré tous ces gros problèmes. Et Dieu sait que pour un journaliste cinéma, sauver la jeune fille de l'eau, c'est se tirer une balle dans le pied, voire dans les 2 pieds, on est bien d'accord. Mais bref. Mais on va y revenir. Je sais que le pire ennemi des films de Shyamalan, c'est Shyamalan. C'est vrai. Sait très bien. C'est vrai. Voilà. Que dire de plus très rapidement sur le film ? Alors déjà, c'est un film qui est particulier parce qu'il était tourné en plein Covid. Et parle de gens complètement isolés dans un endroit qui ne peuvent pas en sortir et dont les interactions sont rendues compliquées par une chose étrange qui flotte dans l'air et qui est totalement invisible. Donc la perspective est plutôt drôle. Le film a une tonalité de mise en scène qui est très particulière, même pour du Shyamalan, notamment parce qu'il a été très influencé lui-même par des références qui n'ont rien d'hollywoodienne. Il a beaucoup parlé notamment de la nouvelle vague australienne,
Pour ce film-là, Nicolas Roeg, La Randonnée, Peter Weir, Picnic à Hanging Rock. Il y a même une citation directe de Picnic à Hanging Rock dans le film. Et il a aussi un peu parlé de Tarkovsky, il a aussi un peu parlé de beaucoup de Buñuel. Il s'est très inspiré de L'Ange Exterminateur. Et puis aussi de la quatrième dimension pour le côté situation qui se dérègle comme ça et à laquelle même les personnages ont du mal à trouver la logique interne. Le défaut, et je pense que Sophie, tu vas en parler du film, c'est que par rapport à la bande dessinée, si vous voyez le sourire sadique sur le visage de vous Sophie. voyez la fiche de Smile, pareil. Par rapport à la bande dessinée, il concrétise totalement une explication du pourquoi, du comment. Moi, ça me dérange moyennement, mais je peux comprendre quand on a eu la BD que ce soit quelque chose d'assez horripilant. Je trouve qu'en revanche, il y a un grand avantage par rapport à la BD, c'est le traitement de l'épisode du bébé. Je trouve qu'il est bien meilleur dans le film que dans la bande dessinée. Parce que déjà, beaucoup plus logique, et puis surtout, qui pousse encore dans une extrémité psychologique extrêmement forte le procédé du film. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a déstabilisé dans ce film. C'est que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais voir un Shyamalan avec un sujet vraiment étonnant, je vais voir comment il va le gérer. Et je ne m'attendais pas à aller dans de tels extrêmes de noirceur psychologique, avec des personnages qui vont vraiment être confrontés à la logique extrême de ce qui est en train de leur arriver dans leur corps, mais aussi dans le corps de ceux qu'ils aiment, même de ceux qu'ils auraient aimés, mais qu'ils ne rencontreront jamais, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument psychologiquement terrifiant. J'aime aussi la façon dont il utilise le concept, puisque là, cette fois, le temps, ça aurait pu être une destination finale. L'ennemi, c'est le temps. Il est immatériel, comme la mort est l'ennemi dans Destination Finale, et il est immatériel. Mais c'est Shyamalan et il l'utilise d'un point de vue purement existentiel, tout en étant tellement ludique dans ses mises en scène, parce que moi je la trouve vraiment ludique, qu'en fait elle est extrêmement déstabilisante, parce que même les acteurs n'ont pas de socle habituel de mise en scène avec lequel ils peuvent véhiculer des sentiments habituels, et ils sont toujours en décadrage, tout comme la caméra de Shyamalan est toujours en décadrage, donc ça donne un ton et une atmosphère sur cette plage que je trouve qui épouse vraiment complètement l'encapsulation, ce mot n'existe pas mais je l'aime beaucoup, très bien. de ce micro-phénomène inexplicable et qui vient complètement à l'encontre de ce qu'on s'attend à vivre quand on arrive sur cet endroit, et qui nous confronte à une peur implacable, et une peur qui arrive aussi finalement quelque part sur une certaine paix, puisque ce processus accéléré va aussi aider certains personnages à être plus en phase avec ce qu'ils auraient dû être du temps de leur vivant. Voilà, donc je trouve qu'il y a des choses très très belles dans ce film, mais je vous laisse maintenant le défoncer. Allez, vraiment. Il y a un 2v2 là. Toi, t'aimes beaucoup ? Beaucoup, c'est un gros mot, mais j'aime plutôt. Ouais. Mais c'est mon gars sûr, mais il est toujours à ma rescousse. Et moi au tien. À la tienne. C'est vrai. Allez-y, messieurs et mesdames, pardon. Tirez les premiers, messieurs les Anglais. Non, mais c'est terrible. Alors moi, je vais commencer par les fleurs, parce que je suis d'accord que la séquence du bébé est réussie, vertigineuse. Et pour le coup un peu terrifiante. Moi je me souviens de ce plan, il me semble que c'est les deux jeunes qui reviennent vers le groupe, ouais. et eux n'ont pas encore réalisé ce qui se passait, et ce plan où toi spectateur pour la première fois tu vois que t'as compris ce qui allait se jouer bien sûr, mais où tu vois son ventre s'arrondir. Voilà, il y a des moments comme ça. Moi toute la phase de la grossesse je la trouve affolante. Avant et après c'est beaucoup plus compliqué. Je comprends bien les influences qu'a voulu aller chercher Shyamalan, mais dans les faits, moi, ce que je ressens, c'est que je suis devant un film décadré avec beaucoup de flou. Et pas grand-chose de plus. Et du coup, je trouve qu'il y a des séquences où ça me ruine une dramaturgie qui est déjà pas évidente. Tu vois, typiquement, je vais pas spoiler pour celles et ceux qui l'auraient pas encore vu, mais la grande dernière séquence de Rufus Sewell, où il se balade avec son petit canif, j'ai l'impression d'être dans un... Tu vois, pour moi, ça fonctionne pas, du coup. Et il y a plein de moments où je me pose comme ça des problèmes, alors que justement, cette idée d'accélération permanente devrait être un truc totalement, terrifiant, quoi. Tu vois, comme tu dis, c'est pas, tiens, tout d'un coup, là, il y a un élément, tiens, là, maintenant, on a pris quelques heures ou quelques années de plus. C'est en continu. C'est-à-dire que t'as pas le temps de processer ce qui t'arrive, que tu es déjà projeté dans l'étape d'après de ta mortalité. Mais du coup, j'ai l'impression que ça parasite aussi un petit peu les possibilités. Ouais, c'est ça, en termes de dramaturgie, cette séquence et soit qui précède, soit qui est en parallèle de la dernière de Sewell avec son épouse, typiquement, qui a une idée aussi absolument glaçante, hein,
autour de Buvez votre lait si vous avez des problèmes de calcium. C'est ça. Comme on peut faire mal à un corps. Et néanmoins, tu vois, je trouve qu'elle est assez pauvre dans son déroulé, quoi. Il y a un personnage qui arrive, qui se met dans une position, ça fait crack, et puis elle tourne sur elle-même. Et voilà. Moi, la première fois que j'ai filmé cette scène, elle m'a terrifié. Ah et ouais j'ai trouvé trop bien. Genre vraiment. Ah ouais, Ça voilà. m'a fait genre, tu sais, comme ça. Ah oui, tu vois, je reste très extérieur. Ouais. Et pareil, tu vois, je trouve. Est-ce que c'est que le film va trop vite? Est-ce que c'est qu'il n'arrive pas à trouver le bon tempo avec son concept, que je trouve encore une fois totalement taré? Du coup, j'ai l'impression que je n'arrive pas du tout, non pas à croire, mais à me lier au personnage. C'est pas que je crois pas à leur réaction, que je crois pas, mais tu vois, ils ne m'émeuvent pas. Alors que ce soit ces parents qui vieillissent à toute vitesse et dont les enfants ne sont déjà plus des enfants, c'est déjà plus des ados, mais c'est oh mais merde, je suis un vieillard et ils sont déjà vieux. Enfin tu vois, ou ces gamins qui voient la génération d'avant disparaître. Enfin je veux dire, tout ça, moi, c'est vraiment des matériaux qui peuvent me toucher très très fort. Et j'ai l'impression que voilà, le film me donne, je n'arrive pas en tout cas à être ému par le film. Donc c'est terrible, et du coup ces effets tombent un peu à côté. Et enfin, moi je te dirais, mon problème avec la fin, ce serait pas tant qu'elle soit explicative, enfin pas seulement, j'avais lu la BD pour le coup, mais tu vois, elle m'énerve pas, c'est pas qu'elle m'énerve, ou plutôt elle m'énerve pas. Moi. Non mais plutôt elle m'énerve pas parce que je me dirais oh non, fallait pas m'expliquer, je voulais du mystère. Dans l'absolu, elle n'explique pas d'ailleurs. On comprend que des gens exploitent cet endroit, mais la nature de cet endroit, elle, ne sera jamais déflorée. Non, c'était plus, tu vois, justement, tu soulevais la proximité du film avec le Covid. Et à cette époque-là, de jouer un truc que je trouve un peu petit malin, pas loin d'être un peu sale con, de dire genre, vous l'avez vu, hein, Big Pharma, tous les salauds, un peu tout ce qu'ils font, hein, oh là là. Et j'étais là genre, oh. Presque conspi. Il y a un... Oui, presque. Non, mais tu vois, j'irai pas jusqu'à dire conspi, non, mais c'est pour ça que j'ai dit presque. Voilà, mais tu vois, ça se termine, je fais genre oui. M. Night Shyamalan out. Exactement. C'est un tout peu à fait. ça, c'est exactement voilà, ça. Et donc du coup, je reste en dehors du film malgré des prémices qui m'excitent très fort, un concept qui est absolument passionnant, et puis cette scène centrale de la grossesse qui elle me tape fort dessus. Sur le principe, ce film, c'est mon pire cauchemar. C'est-à-dire que il n'y a rien qui m'angoisse plus que le concept de ce film. Encore une fois, c'est assez proche de ce que je racontais sur l'épisode de Fais-moi peur, hein, des gens qui vieillissent très vite. C'est le même principe. Donc j'y vais avec quand même pas mal d'excitation quand je vais le voir, surtout que je connais la BD, que je trouve incroyable. Et que je connais ton rapport à Shyamalan et les nombreuses choses très fortes que tu as vécues grâce à lui. Il y a beaucoup de choses que j'adore. C'est un peu oui, un peu non, mais en tout cas, je lui laisse toujours une chance. Et là, je pense que c'est celui de toute sa filmo qui m'énerve le plus. Parce qu'il a pour moi un matériau de base qui a des possibilités infinies. Ouais, il est très fidèle. Hein. Mais je suis pas d'accord. Et en fait, c'est là qu'il y a un truc. C'est qu'il est très fidèle au texte, il est très fidèle au déroulé. Mais pour moi, il n'a pas su capter une chose, c'est que l'émotion doit être multiple. C'est-à-dire qu'il joue sur le « c'est horrible ». Écrit en gros, en large, en capital, en mode tout est horrible, tout le monde va mourir. Et moi, en fait, j'ai l'impression de suffoquer tout le long parce que c'est ça qui va me faire ressentir. Alors que quand je lis la BD, il y a une forme d'excitation, malgré tout, qui arrive. Moi, quand je vois ces deux enfants qui commencent... Enfin, la BD est quasiment érotique à un certain moment. Hein. Et c'est là que, pour moi, la BD vient exploiter cette forme de paradoxe et de malaise qu'on a à avancer dans le temps, qui est que je sais pas où je vais, mais j'ai un peu envie de le savoir. Et je sais que malgré tout, à la fin, il va y avoir la mort et ça va être horrible et je vais souffrir. Mais il y a cette notion d'excitation. Et ça, je trouve que la BD a su le saisir, notamment en mettant de l'érotisme pur et dur que tu peux absolument pas montrer dans le film. Et je comprends. Sauf que du coup, tout est noir à 100% parce que tu es dès la minute 1 dans une porte de l'enfer. Et donc moi je peux pas suivre le rythme parce que du coup j'ai l'impression d'être vraiment dans un espèce de trou noir de mon pire cauchemar, mais qui n'arrive jamais ni à me saisir dans l'émotion ni à me donner une espèce de petite bouffée d'air frais. Et à la fin il y a cette espèce de caméo qui fait est-ce que t'as bien fait souffrir, hein? Et ben je l'ai fait souffrir. Je suis Dieu. Et je suis derrière l'objectif. Non mais c'est ça, le je suis Dieu de Shyamalan. Généralement j'ai toujours envie d'arrêter le film et faire alors je vais l'appeler, je vais lui dire que c'est un con et je vais relancer le film parce que là, on parle souvent des réalisateurs sadiques et en fait, je trouve que Shyamalan n'en fait pas partie.
Mais par contre, dans celui-là, j'ai l'impression que malgré lui, il nous dit qu'il l'est. Et je suis en mode, bah non, mais en fait, ton cinéma n'est pas sadique. Normalement, ton cinéma exploite l'imaginaire des gens. Mais je crois que c'est pour ça que le film m'accueillit. C'est parce que, en fait, cette noirceur extrême dont tu parles, moi, je m'y attendais pareil. tellement pas que c'est pour ça que le film m'a marqué. Je m'y attendais en fait. pas, ouais. Et ce côté sadique de je suis derrière la caméra et je suis en train de filmer toutes vos souffrances et de les exploiter. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment ça qui m'a marqué, moi. C'est vraiment un mouvement de petit con. Et genre, normalement, je le trouve toujours un peu prétentieux mais sympathique. Et là, c'est la première fois où je fais t'as l'impression d'avoir en plus compris l'intérêt de la BD, alors que l'intérêt de la BD, c'est que malgré tout, on y va toujours. On y va toujours et il y a toujours une forme de... En fait, je trouve que ça capte le paradoxe de la vie, la BD. Et là, je trouve qu'on l'a pas du tout. Je trouve qu'on est un peu dans le rôle de parents centraux. Mais j'adore Gaël Garcia Bernal, mais ça fait un moment qu'en plus il joue un peu à côté. Et oui, pareil, j'aime pas. Les dialogues sont pas toujours très bien écrits. Les dialogues sont pas toujours là et jamais je dirais vraiment du mal d'Alex Wolff, mais mais là en fait, il arrive pas à jouer le gamin. Genre, en fait, je le vois. Mais ça n'est plus un. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que dans la BD, il s'exprime encore avec des mots d'enfant pendant un moment. Et ça, on l'a pas. Moi, tu l'as un peu quand même dans le film. Mais pas assez. En fait, c'est ça, c'est ce que disait Simon. Le film, il a un souci de rythme pour moi parce que j'aurais voulu. Là, on voit quelqu'un qui a paniqué parce que son corps a grandi trop vite. Mais normalement, il a pas appris de vocabulaire. Il a pas. Enfin, et c'est ça le drame dans la BD, c'est que c'est un mec qui devient coincé dans son corps. Et moi, la BD me terrifie autant qu'elle m'excite. Et là, en fait, Shyamalan, j'ai l'impression que je suis juste en mode lui qui me dit vas-y, souffre, tu vas mourir. Et je suis en mode mais t'as pas saisi l'espèce de subtilité, l'excitation que normalement on a à vivre, à savoir que malgré tout, on va mourir. Après, moi, j'ai découvert la BD bien après le film. Ce qui joue peut-être aussi pas mal. Peut-être. Mais en même temps, il a réussi à me faire me sentir très mal. Et Alexis, qui était déjà passé à ce micro, il a découvert Hold. Il l'aime pas, mais il m'avait dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, je trouve que c'est sans doute le Shyamalan avec le plus de mise en scène. En tout cas, celui où il va le plus s'amuser à utiliser le décor unique pour faire quelque chose. Là où de temps en temps, il peut être un peu plan-plan, voire même un peu raté, parce que moi, j'adore Phénomène, mais il sait pas du tout quoi faire de sa caméra. Et donc voilà. Donc non, c'est pas un film que j'ai envie de brûler, mais c'est un film qui m'a vraiment déçue parce que tous les moments d'horreur me mettent vraiment mal. Encore une fois, la scène d'accouchement, c'est terrifiant. Enfin, c'est vraiment une scène centrale hyper marquante. Mais pour moi, il n'a pas compris l'œuvre originale. Et là, j'ai un souci. Voilà, j'ai fait ma chieuse, c'est bon. Désolé, Laurent. Non. Je suis sûre qu'on sera de nouveau amis sur le prochain choix. Moi, j'avais pas lu la BD, et je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Je te la prête si tu veux. Avec plaisir. Mais du coup, je suis neutre quand j'ai découvert le film. Et en plus, pas tant neutre parce que je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti au cinéma, toutes les critiques étaient assez mauvaises. Et j'entendais autour de moi que c'était pas bien et tout machin. Et je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu plus tard chez moi quand c'est sorti à la demande, quoi. Et du coup, j'ai eu ce côté très agréablement surpris de le film m'accueillit et de voir un truc très imparfait. Mais au niveau de la sensation de terreur, en fait, c'était là. Et du coup, j'étais dedans, avec conscience des petits défauts un peu partout, mais par contre le but premier du film a marché sur moi, c'est-à-dire que la peur des personnages là, de cette espèce de survival conceptuel en fait, ou une course contre la montre que tu peux pas arrêter, et elle m'a happé et je trouve que le côté très frénétique du film, le temps qui s'écoule, et même c'est pas le cas, mais dans le film je trouve que t'as l'impression qui s'écoule de plus en plus vite et qu'en fait forcément ils se rapprochent de leur mort, mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans le truc alors que pas vraiment. Et en fait je trouve que voilà, ce côté suffocant fonctionne du coup, et il y a cette scène avec Abélie dans la caverne qui m'avait grandement marqué, et la scène de l'accouchement aussi également, où vraiment en fait je m'attendais pas à être pas bien devant le film, parce que en plus je suis pas le plus grand fan de Shyamalan, voilà, il y a des films que j'adore de lui, d'autres beaucoup moins, et du coup ayant entendu dire que c'était pas bien et tout, je me dis bon bah voilà, on va voir, et du coup agréablement surpris, et agréablement surpris par la peur que ça fait naître en moi en fait, enfin que ça m'a fait vivre, et voilà, moi j'avais en plus bien aimé le twist, dans le sens où certes pas très finaux, mais je me dis bah ce côté où le capitalisme trouvera toujours un moyen d'utiliser la nature et les anomalies de la nature, quoi que ce soit. Et on vit dans une société quand même. Non mais ouais, il y a un truc qui m'avait rendu fou dans le twist, c'est ce truc, mais très années 90, tu sais, du méchant qui se dit bah ce vendredi soir mon pep talk ce sera de rappeler à mes employés le métier qu'on fait. Ouais. Bon, comme vous le savez, nous sommes une entreprise qui fait ça. Tout le monde dit ah oui c'est vrai putain. Oui, j'avais oublié que j'étais un gros enculé. Et puis le truc du corail, ça vraiment, je sais pas, dans la BD ça y est, mais ça va vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais de ouf.
Donc voilà, je trouve que ça joue un peu à côté par moment, les dialogues sont pas toujours très bien écrits, mais ce que je veux dire, c'est que le but du film marche sur moi en fait. Ce qu'il veut véhiculer comme sensation d'urgence, de sans issue, de condamnation totale, marche à fond sur moi, et du coup le film me terrifie, c'est un grand mot, mais en tout cas me met mal. Donc voilà, j'ai conscience de ses défauts, mais aussi ses qualités fonctionnent très très bien sur moi. Donc c'est un film que j'aime plutôt très bien, quoi. Ouais. Moi, je tiens aussi juste à préciser que je ne me rappelais pas, là j'ai revu le film pour préparer ce podcast, qu'il y avait Aaron Pierre qui jouait dedans, qui joue donc le rappeur qui est déjà sur la plage quand ils arrivent, et je ne me rappelais pas du nom de son nom de rappeur, qui n'est pas du tout dans la BD, parce que le personnage qui est déjà dans le présent dans la BD n'a rien à voir, n'est pas du tout un rappeur star. Donc c'est Midsize Sedan, donc en gros c'est voiture familiale de taille moyenne. C'est son nom de rappeur. Et je trouve que c'est absolument génial comme nom. Et je me rappelais pas qu'Aaron Pierre était déjà là, et c'est vraiment un acteur extraordinaire, d'un magnétisme hallucinant que vous pouvez voir dans Rebel Ridge, l'excellent film de Jérémy Saulnier sur Netflix, et je pense que c'est un acteur qui va exploser bientôt. Bref, donc voilà, donc non, moi je suis très content. En fait, Old, j'avais envie d'en parler parce que pourquoi plus que The Visit? Pourquoi plus que The Visit? Parce que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est vraiment un film extrêmement existentiel sur la vieillesse. Qui nous met les personnages devant le fait accompli, c'est-à-dire que pour le coup les personnages ils n'ont pas eu le temps de faire ce trajet vers la vieillesse, ils l'auraient forcé, donc ils sont obligés d'y faire face beaucoup plus rapidement, et puis ce que je disais, de faire face aussi à la vieillesse prématurée chez ceux qu'ils aiment. Et je trouve que le film du coup amène dans des territoires d'inconfort émotionnel qu'on retrouve pas très souvent dans ce genre de film qui parle de la vieillesse. Donc voilà, c'est ça que je trouvais assez intéressant. Et puis parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un film vraiment intéressant, au casse-gueule, même poiré, on peut le penser, et je jetterai la pierre à personne de le penser. Parce que tellement il est expérimental, il se tire des balles dans le pied, notamment en effet sur l'attachement au personnage, qui pourrait fonctionner d'une autre façon, mais qui là fonctionne pas super en effet. Mais ce qui donc paradoxalement, comme je disais tout à l'heure, fait que tout le monde est précipité dans un bain de noirceur absolu auquel je m'attendais pas. Donc voilà. Et mon choix alternatif aurait été, comme toi Sophie, un épisode de série télé, donc que j'ai aussi découvert quand j'étais tout jeune devant la télévision, devant la défunte chaîne La 5, donc qui n'existe plus et que seuls les moins de beaucoup ne peuvent connaître. Et donc c'était un épisode de La 5e dimension. Ça s'appelait La 5e dimension parce que c'est passé sur La 5, mais en fait c'était un revival de la 4e dimension qui a eu lieu dans les années 90. Et c'est l'épisode qui s'appelle Grandma, réalisé par Bradford May. Alors Bradford May, il n'a pas vraiment laissé une immense empreinte dans l'histoire du cinéma, si ce n'est d'avoir réalisé Darkman 2 et 3, mais sinon il a surtout fait du téléfilm et de l'épisode série télé à la queue leu-leu. C'est avec en revanche Barrett Oliver. Et Barrett Oliver, si vous aimez l'histoire sans fin, vous connaissez Barrett Oliver, puisque c'est le petit garçon qui découvre le livre et qui vit l'histoire sans fin. Et donc il joue le rôle d'un petit garçon qui est laissé par sa maman dans la maison. Sa maman doit partir aller voir quelqu'un à l'hôpital et lui dit bah voilà, il faut que tu donnes, n'oublie pas, si ta grand-mère se réveille et qu'elle veut prendre son thé, tu lui prépares et tu vas lui donner. Et le petit gamin reste en espérant que sa grand-mère ne se réveille pas et ne demande pas son thé. Et effectivement, parce que quand enfin il est obligé de lui apporter son thé, on découvre que sa grand-mère est une espèce de chose immonde, affalée dans son lit, terrifiante. Et surtout que c'est une grand-mère Lovecraftienne, c'est-à-dire qui cache le Necronomicon sous son plancher. Et voilà. Et c'est vraiment terrifiant parce que tu es dans l'axe de ce petit garçon tout seul chez lui qui doit aller voir sa grand-mère qui a un tapis dans son antre et qui est quelque chose de dégueulasse. Et moi-même, j'étais un petit garçon tout seul chez lui devant sa télé, donc ça m'avait terrifié. Et c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Voilà, aussi. Donc cet épisode est visible sur YouTube. Peu de monde en parle, mais ça m'avait vraiment troué les fesses et ça avait été peut-être ma première expression d'une peur de l'horreur gériatrique. Voilà. On passe au Reco Shadows. On passe au Reco Shadows. Qui tire en Jingle. Les Reco Shadows. Vas-y, shoot. Allez, alors moi je vous conseille un film américain de 2024 qui est sorti en exclusivité sur la plateforme le mois dernier, en mars, qui s'appelle Rats, réalisé par Carl Fry et Maxwell Nalevansky. Voilà. On suit le périple d'un jeune vandale qui s'appelle Raphaël qui, suite au fait qu'il ait tagué une cabine téléphonique, se retrouve à devoir faire des travaux d'intérêt général dans sa petite ville texane. Et en fait, il va croiser tout un tas de personnages, d'espèces
rappeurs ratés, de flics psychopathes, de trafiquants philosophes. Et ça se parle comme ça d'un tourbillon d'interactions très improbables et de situations encore plus improbables. C'est vraiment un petit film, c'est vraiment du DIY. Et en fait, ce que je kiffe, c'est qu'on a l'impression d'être devant un épisode de Jackass mélangé à un clip de Blink 182, un épisode de South Park réalisé par John Waters et Kevin Smith qui se tiennent main dans la main en sniffant de la coke. C'est vraiment, ça part en couille très vite, mais l'histoire quand même reste là et on peut s'accrocher quand même à des trucs. On n'est pas en mode ok, je ferme ça tout de suite, je ne comprends plus rien. Donc voilà, il y a une écriture, il y a une démarche, il y a un vrai truc de retrouver cet esprit aussi début des années 2000, tout ça. Et on sent qu'en fait les deux réalisateurs s'amusent. C'est très rock, c'est très punk, c'est assez difficile à décrire en fait sans trop spoiler. C'est assez gore aussi. Donc c'est un joyeux bordel organisé, pas toujours maîtrisé, mais toujours attachant. Que je vous conseille, et les deux réels sont très drôles. Je leur avais demandé une petite vidéo pour présenter le film. Ils ont fait un truc à l'image du film complètement improbable où ils parlent pas du tout à l'arrivée du film et ils m'ont fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est un peu un film qu'on a l'impression qu'il a été fait dans les années 2000 et c'est difficilement classable et ça me plaît et voilà, je vous conseille Rats. Sophie? Je sais pas lequel choisir. On m'a pas dit. J'en ai donné 4 et personne. Je t'ai dit tout est bon. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de. Donc tu fais ce que tu veux. Allez, comme Simon est là, c'est lui qui m'avait un peu encouragé à le voir. Je vais choisir Hostel 2. J'étais choqué que tu proposes ça par contre. Ah ouais? Je pensais que tu détestais probablement. Et non. Non, parce que j'aime pas beaucoup le premier. Il m'ennuie un petit peu. Je le trouve ok sans plus. Souvenir de location de vidéoclub sur la fin des vidéoclubs en mode c'est donc ça ce qu'on appelle le torture porn. Ok vu. Et en fait, à un moment, dans une période un peu plus sombre de ma vie, je me suis tournée vers Simon et je lui ai dit coucou, est-ce que tu peux me conseiller des trucs vraiment gore et vraiment trash que j'aurais pas vu? Il m'a fait une liste et dedans il y avait The Collector 2 et Hostel 2. C'est trop bien Hostel 2. Et en fait, je fais mais Hostel 2, déjà Hostel c'est pas terrible, mais est-ce que Hostel 2? Et il me fait vas-y, crois-moi, je te connais, tu vas kiffer. Et je lance Hostel 2 et je fais oh mais c'est trop cool, c'est incroyablement grand guignol, ça retourne tous les codes d'Hostel 1, ça reprend surtout deux comédiens qui viennent de Desperate Housewives, donc ça rechange complètement la dynamique et le discours, hein. Enfin franchement là c'est plus des mecs, c'est des meufs, on suit d'autres étapes, il y a des personnages très secondaires mais qui font des trucs de fou, dont une espèce de comtesse Bathory qui se baigne dans du sang en éventrant les gens au-dessus d'elle. Enfin, le film, c'est je fais ce que je veux, je pousse les potards, je vais dans le gore, je vais dans le fun, je dénonce un peu genre le système de télé hollywoodien, genre comme ça, un peu de manière coconne, parce que de toute manière, on va pas se mentir, c'est un film d'Eli Roth, donc c'est pas d'une subtilité folle, mais c'est pas ce qu'on lui demande, c'est Hostel 2. Et c'est un petit plaisir que depuis j'ai déjà revu, et c'est assez rare, genre je l'ai revu avec un immense plaisir. C'est à la fois régressif, pas si con, et en même temps qui assume d'être dans un grand guignol qu'on n'a plus trop l'habitude de voir à cette période-là. Et avec, je vais le dire une seule fois pour du cinéma d'Eli Roth, avec des personnages féminins pas si mal caractérisés. Et je pense que c'est peut-être le seul film de sa filmo où c'est le cas, sachant que je pense qu'il a pondu sans doute le film le plus misogyne de l'histoire avec Knock Knock. Donc je vais pas dire que c'est un réal que je porte dans mon cœur, hein, mais par contre celui-là je dois bien reconnaître que si moi j'ai été séduite, vous le saurez aussi. Oh, c'est son meilleur film, clairement. Ouais, c'est clairement son meilleur film. C'est incroyable. J'aime bien Thanksgiving, hein, j'ai passé un bon moment fun, hein, mais celui-là c'est quand même voilà. Je suis bien d'accord. Moi, j'avais envie de vous parler de La Nuit des Morts Vivants. Alors, pas celui de George Romero, celui de George Romero et Tom Savini. Je vais pas revenir sur toute l'histoire qui fait que le pauvre George Romero, il n'a pas gagné d'argent avec La Nuit des Morts Vivants et qu'à un moment, il s'est dit, on est en 1990, franchement, un remake, ça nous ferait bien un petit paquet de brousouf. Bon, spoiler, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché. Mais bref, il va confier donc ce projet à Tom Savini, maquilleur de légende, qui n'avait pas pu être présent pour cause de Vietnam sur le premier film,
qui a opéré des maquillages devenus légendaires sur le second et puis qui a fait une carrière incroyable en passant par Maniac et par plein d'autres trucs. Bref, Tom Savini, cet incroyable moustachu, il passe à la mise en scène. Et alors, ça donne un film qui est extrêmement fidèle à 2-3 petites variantes près au film original, qui est en couleur cette fois, avec une photographie évidemment, je ne suis pas assez rapide, avec une photographie de Frank Prinzi qui est absolument magnifique. J'ai employé le terme automnal il y a quelques minutes, là aussi c'est très automnal, mais alors l'automnal des feuilles qui sont en train de pourrir, des tas d'humus qui sont en train de se transformer en trucs dégueulasses. Le film jouit, Tom Savini oblige de maquillage, mais qui sont, moi, parmi, je trouve, quelques-uns des plus beaux de cette époque-là. C'est tout con, mais on voit pas souvent, vous savez, des altérations et des blessures appliquées sur la peau directement. On voit des personnages blessés, des personnages abîmés, des personnages être blessés, pas tant. Enfin, il y a beaucoup d'effets que je trouve assez sidérants. Je vais vous le dire en toute honnêteté, moi, c'est le film par lequel je suis arrivé à la saga La Nuit des Morts Vivants, avant l'original. Et puis avant Zombie, c'est le premier que j'ai vu, qui m'avait énormément marqué. Je suis pas loin de lui garder une place de choix dans mon cœur, même par rapport au premier. Et s'il y a parmi nous des auditrices ou des auditeurs un peu plus jeunes ou qui connaissent pas cette saga et qui voudraient s'y frotter, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Parce qu'effectivement, le noir et blanc du premier opus peut être pour certains peut-être un peu râpeux, un peu... voilà, mais évidemment, il faut le voir, hein, c'est un morceau d'histoire du cinéma gigantesque. Mais vraiment, La Nuit des Morts Vivants de 90, ça me semble une très bonne porte d'entrée. Et puis signalons quand même qu'il est interprété par la remarquable mais disparue Patricia Tallman et aussi par Tony Todd, qui a là aussi un de ses plus grands rôles avec Candyman. Tony Todd qui a disparu il n'y a pas longtemps et dont le dernier rôle sera, si je ne dis pas de bêtises, dans Destination Finale, oui. Bloodlines, qui arrive tout bientôt, dans quelques semaines. Et donc voilà, tout ça concourt à faire du film une vraie réussite. Moi j'ai l'impression qu'à plein de niveaux, en plus ça devait être, je me demande si c'était pas déjà les débuts de KNB à l'époque, mais j'ai l'impression... Je crois que c'est un des premiers films où ils ont bossé. Ouais. Voilà, il me semble que c'est un de leurs premiers films et très clairement on voit que de cette expérience-là, ils vont mettre plein de trucs bien après, 15-20 ans plus tard, dans Walking Dead. Très concrètement, il y a des zombies que tu retrouves presque à l'identique. Alors, il est très connu que l'ouverture de La Nuit des Morts Vivants, l'original, est très bonne. Moi, je tiens l'ouverture de celui-ci pour presque supérieure encore, avec tout simplement une séquence qui va s'éterniser dans cette maison où elle arrive, qui sera le décor principal, et où moi, il y a quelques-uns des moments d'effroi dans des films de zombies les plus terribles que j'ai vus, là, ce gros zombie qui tombe, moi c'est vraiment une séquence dont je me souviens encore très très bien. Voilà, c'est un film auquel je suis infiniment attaché, je vous le recommande grandement parce qu'il est souvent un peu mis de côté, où on se dit tout bêtement, un remake de La Nuit des Morts Vivants, ça doit être comme tous les remakes de la saga ou presque qu'il y a eu, ça doit être indigent. Pas du tout. Ouais, oui, d'autant que malheureusement il n'y a jamais eu de version uncut, parce que je sais que même ça a été censuré, même peut-être directement sur le tournage, des effets gore. Enfin, il y en a, sur parce le tournage, que ils ont dû en cool, couper parce qu'ils ont perdu toute une partie du budget. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il s'est mangé la censure dans les dents aussi, et le film est beaucoup moins gore ce qu'il aurait dû être à la base. Et ça, je peux pas empêcher ça me laisse toujours un petit goût amer quand je vois le film, qui est très bien. Hein, mais tu peux voir des exemples, tu peux voir des images des moments gore du film dans le making of, en tout cas du DVD français. Il y a un making of d'une 20aine de minutes. Oui, et absolument. Dedans, on voit des images gore du film qui ne sont pas dans le film au final, et qui laissent imaginer ce que ça aurait pu être. Encore, mais voilà, c'est vraiment un remake sous-estimé, laissé de côté, abandonné, comme une espèce de petite proute qui serait partie dans le vent comme ça, alors que c'est un film qui doit vraiment être revisité pour toutes ses qualités. Oui, je suis assez d'accord. Oui, et donc on finit par moi, j'ai choisi de vous parler de Wicked City, alias La Cité Interdite, de Yoshiaki Kawajiri. Nous sommes donc dans l'animation japonaise des années 80. Pourquoi ? Parce que Kawajiri, moi, c'est un unsung hero de l'animation japonaise. C'est un des plus grands pour moi, mais c'est un homme complètement ignoré parce que c'est d'abord un champion du geste. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui va emmener avec lui un bagage d'univers doudou à la Miyazaki, ou alors qui va amener un côté extrêmement réflexif à la Mamoru Oshii. C'est un homme qui dit les vampires qui attaquent des gens ou les ninjas qui découpent des monstres, etc. Ça peut être un objet d'excitation cinématographique absolue si c'est fait avec un style fou et une attention portée aux lumières,
au détail de l'animation qui rivalise avec le cinéma live, ça peut être un projet génial. Et donc voilà, c'est son projet. Pour ne pas caricaturer un célèbre président. Et voilà. Et il a marqué l'histoire du cinéma animation avec une trilogie de films extraordinaires, donc Wicked City, Ninja Scroll, et le génial Vampire Hunter D, qui est peut-être un petit peu le pinacle comme ça de toutes ces obsessions. Et donc je vous conseille de voir ces 3 films. Et Wicked City a ceci de particulier d'être une espèce de film carpenterien sur un monde où les démons et les humains cohabitent, mais où chacun reste vraiment un petit peu dans son univers. Et toutes les je ne sais combien de décennies, il y a une trêve qui doit se jouer où un émissaire de chaque monde vient dans un endroit pour essayer de redéfinir un petit peu les termes de cette trêve. Et il y a une machination qui veut absolument faire capoter cette trêve qui va se mettre en place. Et un flic humain et une flic démon doivent s'allier pour essayer un petit peu de déjouer cette machination. Donc attention, en revanche, c'est de l'animation japonaise adulte des années 80, donc beaucoup de tentacules, beaucoup de tentatives d'entrer dans des orifices par ces tentacules, soyez prévenus. Waouh. Mais avec aussi quand même un très beau personnage féminin, mais qui se prend des tentacules, subit les travers de la misogynie de l'animation japonaise de l'époque. Bon, il faut être prévenu. Au-delà de ça, ça reste un morceau de bravoure, d'horreur, de style, puisque c'est un néo-noir, hein, c'est un polar noir carpenterien, body horror. Complètement fou, voilà. Donc si vous voulez voir un objet assez transgressif d'une beauté visuelle assez incroyable, essayez Wicked City. Peut-être que vous me maudirez, mais en tout cas vous aurez vu un truc que vous n'aurez pas vu tous les jours. Et Yu Kawajiri, avant de tomber un petit peu dans le oui, malheureusement il a aussi signé 2 épisodes des Animatrix qui sont absolument géniaux. Voilà. Merci. Merci d'être venu faire un tour pour parler des vieux. Ouais, merci à vous. Et des choses dégueulasses qui leur arrivent ou qui font aux autres. Comment vous vivez votre vieillissement là? Moi je suis juste un peu triste parce que en fait si on avait parlé de visite on aurait parlé de visage dans une couche de caca et on l'a pas fait et ça reste un de mes je pense que c'est l'image de la vieillesse qui me traumatise le plus encore maintenant. Et alors tu sais moi c'est marrant, moi je suis pas du tout angoissé par les changements d'apparence. C'est peut-être lié au fait que ça se voit. non mais tu sais j'ai eu l'air plus vieux que mon âge très jeune, j'ai terminé ma croissance très jeune et donc d'aussi loin que je me souvienne j'ai le souvenir d'un corps en train de changer. Donc tu vois le fait d'avoir de blanchir de machin, d'avoir le visage qui s'empâte différemment, c'est pas du tout des trucs qui m'angoissent. En revanche moi ce qui m'angoisse c'est de la perte, enfin contrôle c'est un grand mot, mais réaliser que mon temps de sommeil change, que mon temps de récupération n'est plus le même, que littéralement il y a des moments où je sens que mon cerveau est moins efficace. Tu vois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça ne m'arrivait pas. Je suis pas en train de te dire l'inverse, que je me dis quel maître du concept, le logo c'est mien. Mais tu vois, ça m'arrivait pas si je veux parce que j'étais pas bien réveillé ou parce que j'avais mal dormi la veille. Tu vois, quelqu'un me parle et que je fais comment et là, tu vois, ça c'est des trucs qui commencent à arriver. Ça m'angoisse beaucoup. Tu vas voir quand on va revenir de Cannes et qu'on aura tous pris 15 ans dans la gueule. Comment Quoi ouais, non, ça, tu vois, voilà, c'est plutôt. Cannes, c'est la plage de Holt en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Joli pour le cerveau. Tu arrives, t'es persuadé d'avoir genre tout juste 20 ans et en fait tu ressors, t'en as 85. Tu sais... Prêt à canner. Exactement, ouais, bravo. Culbute sur culbute là, c'est joli. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler de The Rule of Jenny Penn et d'autres petits films goulayants. On rappelle donc que vous êtes 2 des maîtres d'œuvre et des très belles voix qui animent Réaliser sans trucage, podcast tri-hebdomadaire, je crois que j'ai réussi à le dire, que nous vous enjoignons bien sûr à écouter sans modération. C'était vraiment une belle phrase de promo. Ouais, franchement, merci. Bien bateau. Promo de vieux, quoi. Les vieux, c'est mystérieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci à vous. Bisous.